franceinter.fr. Y aura-t-il donc une union des gauches radicales européennes? Avec vous, nous en parlerons. Jean-Luc Mélenchon, bienvenue à vous. Merci de participer à Agora. Bonjour d'abord. Merci, bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes cofondateur du parti de gauche. Vous êtes aussi l'auteur dont on va parler tout à l'heure, d'un essai qui est paru il y a un peu moins d'un an maintenant chez Fayard et qui avait pour titre « L'ère du peuple ». Et nous allons parler du peuple. D'ailleurs, c'est le peuple qui est avec nous, devant nous, dans l'Agora de Radio France. C'est donc intéressant de parler du peuple devant le peuple. Nous en parlerons aussi avec vous, Fabien Escola. Décidément. Je m'étais trompé l'autre jour en vous annonçant pourquoi je dis tout le temps Escola alors que votre nom c'est Escalona. Fabien Escalona. Bonjour. Bonjour. Vous Stéphane êtes, Paoli. Merci. Vous êtes chercheur à Sciences Po Grenoble. Vous êtes collaborateur scientifique au CEVIPOL. Le CEVIPOL, c'est l'Université libre de Bruxelles. Alors, d'abord, avant de commencer, peut-être Jean-Luc Mélenchon, deux mots. On connaît votre tempérament et c'est tant mieux. Vive le tempérament, il n'y a rien de pire que les tasses d'eau tiède. Mais quand même, vous... C'est marqué dans la Bible. Dieu vomit les tièdes. Et sinon, nous avons notre penseur communiste italien qui dit « Je hais les indifférents ». Je tâche de ne pas me rendre indifférent à la passion des choses publiques. Mais vous savez quoi? J'avais pensé à consulter pas mal d'essais avant de vous recevoir, mais la Bible, ça, j'avoue que ça m'était sorti de l'esprit. En ce moment, je vous conseille tous de lire, si vous ne savez pas quoi lire d'autre à part mes livres, lisez le pape. Ah ben oui, non, sûrement. Oui, en ce moment, qu'est-ce qu'on aimerait le recevoir dans l'Église l'Agora, catholique, le pape, pour la première fois depuis bien longtemps, a élu un chrétien à la tête de l'Église. Donc ça change des choses. Alors sinon le pape, ce que j'ai lu tout de même à votre propos, on parlera de l'histoire, le goût que vous avez pour l'histoire, vous êtes philosophe aussi de formation, mais vos modèles, quoi, Saint-Just et Mitterrand? Oui, on écrit n'importe quoi. J'aimais beaucoup le président Mitterrand, d'abord parce que j'avais la chance de l'approcher, je considère que ça a été un bonheur, je suis fidèle à sa mémoire et à ce qu'il a apporté. Personne n'a jamais refait le programme commun. Et tout ce qu'il a apporté à la vie du peuple français, nous vivons beaucoup moins bien qu'au moment du programme commun. Et puis après, aussi des personnages flamboyants. Saint-Just, quand on a un peu plus de 20 ans, on a envie d'être Saint-Just si on aime la Révolution française. Mais j'ai d'autres modèles dans l'histoire. Si vous demandez qui, moi j'aurais voulu être Gagarine pour ouvrir le chemin des étoiles. J'aurais voulu être Gutenberg pour ouvrir le chemin des masses médias. Et puis si les places sont prises, je veux bien être Mozart parce que tout le monde comprend. En effet, quand on parlait de l'eau tiède tout à l'heure, vous êtes assez éloigné. Le mot, ma chère Aurore Vincenti, car nous partageons cette émission avec Mathieu Croissando, qui est le directeur de la rédaction de l'Obs, avec Karine Bécard, qui est adjointe au service politique de France Inter, avec Édouard Zambeau, qui est le producteur de Périphérie, qui nous rejoindra tout à l'heure, et avec vous, ma chère Aurore, qui veillez sur les mots. Quel est le mot que vous choisissez pour en préambule de l'émission? Le mot radical. Parce que quand on dit d'une opinion ou d'une personne qu'elle est radicale, c'est qu'elle ne ménage pas la chèvre et le chou, qu'elle n'est pas mi-figue mi-raisin. Le radical va jusqu'au bout, à l'extrême. Communément, ce qui est radical n'est pas particulièrement modéré. Étrangement, en politique, l'appellation parti radical désigne un parti entre la gauche et la droite. Je vous la fais courte. Alors, face à ces incohérences, il vaut mieux interroger le sens du mot. On peut commencer par se demander ce qui est radical. Étymologiquement, ce qui est radical, ce qu'il y a même de plus radical, c'est le radis. Alors ça pourrait être une pub, un slogan, après les produits laitiers c'est bon pour la santé, le radis c'est radical. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est le fait que le radis est une racine. Et ce qui est radical est lié aux racines. Voilà d'où vient le mot, du latin radix, racine. Et le Robert historique de la langue française, que j'ai sous la main, nous dit, je cite, qu'en politique, dès le XVIIe siècle, l'adjectif et le nom renvoient à ce qui remonte à la source, aux principes fondamentaux et va jusqu'au bout de ses conséquences. Ça décrit bien, pour ne prendre qu'un exemple, la ligne politique de Jeremy Corbyn, vous savez, qui est à la tête du Labour en Angleterre. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et il retourne bien vers les fondements de la gauche. Bon, donc si on s'en tient à la lettre du mot radical, on retourne vers les racines. J'aimerais tout de même ajouter quelque chose à ça, juste une réflexion. Les racines d'une plante correspondent à la partie enfouie, la partie profonde. Elles sont cachées. C'est pareil pour la racine d'une dent, la racine d'un cheveu et même la racine carrée, tant qu'on y est. Ce que l'on voit, pour revenir au végétal,
c'est le feuillage, les branches, les fruits parfois. C'est la plante qui a grandi. Donc ne s'en tenir qu'aux racines, n'est-ce pas nier le passage du temps, l'évolution des choses? La question, je la pose, mais j'y réponds un tout petit peu, juste à ma façon. Le mot rameau a la même origine que le mot racine. Donc les branches sont des racines, mais elles courent vers le ciel. Joli. Alors on va voir justement comment courir vers le ciel en posant la question de y aura-t-il une union des gauches radicales européennes? Avec vous, Fabien Escalona, je rappelle donc que vous êtes chercheur, vous vous qualifiez comme étant politiste, ce qui serait un mot intéressant aussi pour Aurore. Chercheur à Sciences Po Grenoble et collaborateur au Célipol, l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Mélenchon, qui est ici présent, est un passionné d'histoire. Et quand on pose une question à Jean-Luc Mélenchon, souvent, il commence par un référent historique qui inscrit la question posée dans ses propres racines. Alors, observons le paysage qui est le nôtre aujourd'hui, celui que nous partageons tous. Il faut qu'on parle de deux choses. Rapidement, la mondialisation, ça change tout. Et la mondialisation doublée de la crise de 2008, ça change tout et ça radicalise le pouvoir de ceux qui nous gouvernent. Mais où sont les citoyens dans ce pouvoir-là ? Vous avez raison, je crois qu'il faut tout le temps replacer les événements qu'on vit qui peuvent apparaître chaotiques au premier abord dans des processus longs. Alors vous parlez de mondialisation, bon, elle ne tombe pas de nulle part, c'est en gros à partir de la fin des années 70, on a un grand réaménagement des processus productifs, des chaînes de valeur, on a la montée en puissance de la finance de marché et coïncide avec ça une déstructuration, une déstabilisation des systèmes partisans eux-mêmes, de l'équilibre des grands partis, en tout cas dans l'Europe de l'Ouest. Et ça correspond à quelque chose qui pourrait s'expliquer en 5 heures ou en 5 minutes, donc je vais choisir la version courte, qui est le fait que, d'une part, vous avez ce qu'on pourrait appeler un complexe spatial d'autorité, c'est-à-dire, en gros, les décisions qui ont des conséquences sur la vie des gens, qui lient les gens. Ce complexe d'autorité-là, que ce soit à l'échelle européenne ou même mondiale, en fait, c'est découplé de l'espace, le plus souvent national, où nous avons l'habitude d'exercer notre citoyenneté, c'est-à-dire l'espace où l'on vote, l'espace où l'on est censé contrôler nos élus. Et ce grand découplage-là explique, il me semble, une grande partie de ce qu'on appelle le malaise de la représentation, le malaise démocratique, toutes ces expressions qui fleurissent. Et tout ce dont on va parler aujourd'hui, à propos de ces gauches radicales, s'inscrit dans cette grande déstabilisation qui s'accélère depuis 2008. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce que vous décrivez, qui est évidemment une réalité qui s'impose à nous, se produit à un moment donné où quelque chose est un changement de paradigme extraordinaire, qui est la question du pouvoir. Jusqu'ici, le pouvoir est toujours vertical, quelque forme qu'il puisse prendre, politique, économique, culturelle, scientifique et j'en passe. Nous sommes désormais tous inscrits dans l'horizontalité, celle des réseaux, celle des associations, celle de tous les systèmes qui nous permettent de partager ensemble l'espace de la cité. Qu'est-ce qui va se passer ? J'en sais rien, mais en tout cas, ce que vous soulignez, ça met en relief les conditions de la réussite de certaines gauches radicales, celles qui ont occupé le devant de la scène médiatique. On a parlé beaucoup de Podemos. On parle de Corbyn qui gagne grâce à une primaire ouverte dont les gens s'emparent en fait. C'est pas non, mais surtout Corbyn qui n'était candidat à rien et à qui ses amis disent mais mon vieux c'est ton tour maintenant, vas-y. Donc voilà, on voit bien en fait, que les gens s'emparent de ça, des réseaux s'emparent de ça. Et donc les gauches radicales qui réussissent, ce sont celles qui réussissent à se connecter à cette nouvelle société en réseau ou à ces formes plus horizontales de démocratie. Alors la grande difficulté, c'est de réussir à faire vivre les deux, parce que l'horizontalité sans la verticalité, sans une matérialité institutionnelle pour la soutenir dans le temps long, puis par des grandes décisions de macroéconomie, etc., cette horizontalité, au bout d'un moment, elle s'épuise. Et encore une fois, puisque vous avez parlé d'histoire, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que moi, j'étais pas né à l'époque, mais je me suis replongé avec plaisir dans les débats qui existaient à la fin des années 70, qu'on lisait notamment chez ce qui s'appelait les eurocommunistes, c'est-à-dire des gens dans les PC qui essayaient de dépasser le vieux modèle léniniste périmé et aussi le modèle social-démocrate qui considérait comme déjà épuisé déjà à l'époque. Et tous ces gens-là, notamment toute une branche de gauche autour de philosophes comme Poulantzas, qui est une grande figure quand même de la gauche grecque, tous ces gens-là essayaient de trouver une nouvelle dialectique
entre justement les institutions, les partis classiques, et puis la mobilisation populaire qui devait être perpétuellement un aiguillon pour ne pas qu'un parti, en gros, s'encroute dans l'État et retombe dans une sorte de conformisme. Alors nous avons donc deux éléments. Nous avons cette verticalité qui continue en effet d'exister. On parlera de ce que vous estimez souvent être d'ailleurs des dictates dans un instant. Verticalité. Horizontalité, en mathématiques et en géométrie, ça propose toujours quelque chose qu'on appelle la résultante. Quel type de résultante et pourquoi faire au moment, je vous cite, où vous parlez de la technocratie de l'Eurogroupe qui impose, dites-vous, ses dictates. Et vous ajoutez même, vous êtes très critique dans la lecture que vous faites, vous dites par exemple, ce qui s'est passé pour la Grèce relevait presque d'une posture néocoloniale. Oui. Ça, c'est à propos du mémorandum. Alors, à vrai dire, le diktat qui est dans le titre du papier que j'avais signé pour Mediapart n'est pas de moi, mais j'assume la portée critique du papier dans lequel j'essaye, sans préjugés, moi j'ai absolument rien contre l'intégration européenne en tant que telle, mais j'essaye de donner une grille d'interprétation de ce qui s'est passé avec la Grèce. Et je pense que ce qu'on observe, c'est moi j'ai appelé ça, pour rigoler, un moment Dorian Gray de l'Union européenne, c'est-à-dire ce fameux roman d'Oscar Wilde où on a un personnage qui garde son visage de jeunesse pendant des années, puis en fait c'est son visage dans un tableau qui change vraiment, et à un moment il soulève le rideau, on voit un visage complètement hideux. Et beaucoup d'amoureux de l'idéal européen, il y a des raisons de l'être, ont un peu découvert le vrai visage de l'intégration européenne à travers ce qui s'est passé. Et ce vrai visage, c'est quoi? C'est qu'on a une union d'États qui est en réalité une hiérarchie d'États, on a bien vu qu'il y en a qui étaient plus forts que d'autres, qui pouvaient contraindre les autres, et une union qui a une sorte de constitution économique qu'elle est capable de faire appliquer, y compris par des moyens coercitifs. C'est ça qui s'est passé avec la Grèce, et notamment avec cette institution indépendante, mais pas neutre, qui a été la Banque Centrale Européenne. Alors après, on pourra parler de est-ce que Tsipras a choisi la bonne stratégie. N'empêche que cette radicalisation du système européen m'est apparue assez évidente. Et si vous voulez, c'est très important, j'en termine là, je ne vais pas être trop long, mais en sciences politiques, on considère qu'un régime peut être qualifié d'autoritaire quand il a ce qu'on appelle un pluralisme limité. Bon, là, on commence un peu à s'en approcher. Mais on a beaucoup posé de questions à propos de ce qu'on appelle désormais la troïka, du pouvoir de l'Eurogroupe, du découplage entre ce pouvoir de l'Eurogroupe et puis d'une forme de représentation politique qui nous est absolument aujourd'hui inaccessible. Il y a eu une forme de dépossession démocratique dans cette affaire. Oui, une dépossession démocratique. Et alors vous posiez la question de ce qui va arriver, c'est aussi quelque chose qui a un effet pervers, c'est que la question européenne ou les enjeux européens, dont on déplorait qu'ils n'intéressaient personne, etc., commencent à être politisés, en particulier en Grèce, puisque leur sort dépend de décisions européennes, mais commencent à être politisés d'une façon qui est pas très heureuse et qui prend les lignes d'affrontement national. C'est ça qui est en train de se passer. Et du coup, je reviens encore une fois à la fin des années 70. Je suis pas obsédé par ça, mais vous avez pris en compte l'arrière-plan historique. Je me suis replongé indiqué par quelqu'un, les textes d'un économiste qui s'appelle Nicolas Kaldor. Alors ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais c'était un des économistes qui était autour de Keynes. Là, ça parle peut-être à un peu plus de monde. Et Kaldor, à la fin des années 70, parle de l'intégration monétaire européenne. Et il dit texto: une intégration monétaire sans véritable unification politique, donc pas une harmonisation fiscale, mais une véritable intégration fiscale, ça ne marchera pas. Et il dit plus encore, alors ça aujourd'hui tout le monde le considère comme juste, et il dit plus que ça, il dit croire qu'on va obtenir l'intégration politique en faisant l'intégration monétaire avant, c'est une illusion. Parce que comme il y aura des déséquilibres, qu'on ne sera pas capable de les gérer ou qu'on les gérera de façon autoritaire, ça fera affronter les nations les unes contre les autres, et donc ça minera à la base tout consentement populaire à une véritable unification politique. Et donc il explique, à la fin des années 70, cet économiste dont tout le monde a oublié le nom ou presque, il explique ce qui s'est passé dans la zone euro depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui 2015. C'est assez fascinant, alors je ne sais pas quel avenir ça nous donne, mais c'était assez visionnaire. Alors, tenez, je vais prolonger avec un nom qui est peut-être plus connu de celles et ceux qui nous accompagnent ici à l'Agora et qui nous écoutent peut-être chez eux. Je vais parler de Yanis Varoufakis. C'est le texte qu'il a prononcé au discours à la fête de la Rose. C'était fin août, il y a quelques semaines à peine. Il fait référence, tenez, Monsieur Mélenchon, à quelqu'un que vous aimez bien, qui est François Mitterrand. Voilà ce qu'il écrit.
François Mitterrand savait que la zone euro avait été mal construite. Il croyait que la première grande crise de l'euro obligerait ses successeurs à introduire l'union politique nécessaire pour sauver l'Europe d'une fragmentation semblable à celle des années 30. Il avait tort. Jean-Luc Mélenchon, il s'est trompé, Mitterrand, à ce point-là ? Oui, pas que lui, mais il avait essayé de trouver une sortie à l'impasse dans laquelle nous étions dans les années 83, après avoir fait le programme commun. Nous avons eu 4 dévaluations, un emprunt forcé et un contrôle d'échange. Quelle stratégie adopter, puisqu'il était évident qu'on n'arriverait pas à prolonger le passage au socialisme, c'est comme ça qu'on imaginait les choses dans ces années-là, sur la base d'un seul pays. Donc on a projeté à échelle européenne en se disant on va créer un espace de normes et de lois à échelle européenne, et à l'intérieur, on pourra déployer cette vision progressiste. Je rappelle que tout ça a lieu avant la chute du mur. Oui. Bon, parce qu'il faut toujours se référer à l'histoire profonde et aux ondes de choc, le temps long qui travaille le présent, et ne pas s'arrêter à l'apparence du moment. Bien, donc ça, c'est l'erreur de départ, et de croire, exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Scalona, que l'intégration économique produirait mécaniquement une intégration politique et civique, comme le Zollverein a créé l'Allemagne. Bon, ça c'est une erreur, parce que c'est la politique qui commande, comme la géopolitique commande la politique, et la politique commande l'économie. Les êtres sont des êtres de culture, avant d'être des êtres de rapports sociaux objectifs. Mais je ne veux pas aller trop loin, parce qu'après on va me reprocher l'abstraction. Dans le moment important à comprendre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Scalona aussi, nous sommes les enfants du temps long. Plusieurs phénomènes sont entrés en résonance les uns avec les autres. Le premier, nous sommes les enfants du 15 août 1971. Ce jour-là, Richard Nixon décide que le dollar ne s'échange plus contre aucune valeur matérielle vérifiable, mais contre d'autres monnaies. Il se donne le droit d'inonder la planète d'une monnaie qui n'existe pas, qui n'a pas de contrepartie matérielle, mais que tout le monde va utiliser parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est comme ça que se forme la bulle financière. Et c'est comme ça qu'elle prend son autonomie. Et comme on crée par-dessus le marché les fonds de pension quelque temps après, le Premier ministre anglais disant « Quand les gens vont se rendre compte, ils nous pendront », tellement il voit l'horreur qui est en train de se mettre en place. Cette bulle a en quelque sorte dominé la sphère productive réelle. Dans la bulle financière, vous pouvez faire du 10%. Dans l'économie réelle, à condition de tondre les travailleurs au-delà de toute raison, vous arrivez à produire du 8%. Dans le cas le plus extrême. Quand j'étais jeune homme, du 4% de taux d'intérêt était considéré comme une surexploitation. Donc, cette bulle financière qui domine le monde, voilà la cause profonde. Mais comment expliquez-vous la disparition du fait politique ? Il y a eu l'école de Chicago, il y a eu Milton Friedman, il y a eu Madame Thatcher, il y a eu Tony Blair. Tout cela ont été dans ce sens-là qui privilégiait l'économie sur le politique, sur le fait politique. Non, pardon, vous dépolitisez les faits. Moi, j'essaye de montrer que tout est politique et tout résulte de décisions politiques. Ce ne sont pas des choses qui tombent du ciel. Thatcher et les autres défendaient des intérêts dans la société. Aujourd'hui, des gens défendent les intérêts de la sphère financière. Et quand je fais la déclinaison, l'angle d'attaque pour nous, c'est définanciariser l'économie. C'est-à-dire de remettre au pouvoir l'économie réelle. Parce qu'une deuxième crise vient là. C'est celle du système, de l'écosystème dans lequel nous vivons. Pour l'instant, on commence à comprendre, mais la catastrophe s'avance. Donc nous avons 2 limites viennent d'être atteintes. La limite du système de l'économie financiarisée, il faut la définanciariser. Et deuxièmement, la crise de l'écosystème humain, compatible avec la vie humaine. Et là, nous avons donc la tâche de centraliser l'intérêt général humain. Pardon, tout ça est un peu abstrait, mais c'est la doctrine politique qui peut nous permettre de nous guider dans le fatras des événements, à condition de ne pas se laisser paralyser par le moment et l'instantané. Il faut prendre la profondeur du temps pour traiter avec la patience et l'habileté qui permettent de sortir l'huître de sa coquille, de sortir le système financier de l'économie réelle pour faire muter l'économie réelle, qu'elle devienne écologiquement supportable. C'est ça la grande tâche de l'humanité. Et c'est incompatible avec le système financier. Pardon, je finirai d'un mot, tout le monde comprend. Ou bien vous mettez votre argent dans l'investissement et les salaires, c'est-à-dire dans la demande et la mutation du système productif, ou bien vous le mettez dans les dividendes et dans la poche des capitalistes. Pardon de ramener ça à ça, mais tout est politique. Et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. C'est ceux qui disent ni de droite, ni de gauche. Enfin, surtout ni de gauche. Alors, tout est politique, tant mieux.
à condition qu'il y ait une réappropriation politique. Cette résultante que nous évoquions à l'instant avec Fabien Escalona, quelle forme peut-elle prendre? Et je reviens à la question générique d'Agora aujourd'hui. Les gauches radicales européennes sont-elles aujourd'hui en situation d'utiliser cette résultante pour proposer un autre projet politique à l'Union européenne? Bon, votre approche, elle est pertinente parce que vous mettez le doigt sur la manière avec laquelle nous avons réussi à contourner le système. Et au passage, vous émancipez le système de sa responsabilité. Parlons-en quand même. On fait un référendum en 2005, on vote non, ils font comme si c'était oui, mais qui, du matin au soir, en 2005, du matin au soir, y compris dans cette maison, a répété qu'il fallait voter oui, sinon ça serait l'hiver nucléaire. Bon, donc nous avons réussi à contourner par l'espace de liberté qu'est la toile. Mais avant ça, comment on peut s'y prendre? Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste. Ça ne peut pas être que de l'horizontal, même si l'horizontal est le biais par lequel nous allons déstabiliser le système. Et ça ne peut pas être que du vertical, parce que de toute façon, tout ce qui vient du vertical aujourd'hui, c'est taisez-vous, résignez-vous, on ne peut pas faire autrement, la mondialisation, blabla, la compétitivité, blabla, etc., etc. Il faut arriver à trouver l'angle d'une stratégie révolutionnaire. Moi, j'en propose une. J'ai demandé à mes amis d'extrême gauche s'ils en avaient une autre, de vite me la dire pour que je comprenne. Moi, j'en propose une. On vote. Et on change la Constitution. Et on passe à une autre République. Pourquoi c'est une stratégie révolutionnaire? Parce que chaque personne est conduite à définir quel droit elle se reconnaît et elle reconnaît aux autres. C'est ça, faire une Constitution. Et donc, la multitude, c'est-à-dire vous tous, nous tous, avec nos vies, nos préoccupations, nos limites, nos égoïsmes et des fois nos altruismes, tout d'un coup, nous ne sommes plus la multitude, nous devenons le peuple. Comment devenons-nous le peuple? C'était métaphysique, cette histoire. Nous le devenons parce que nous faisons la Constitution et nous décidons quelles sont les règles qui vont s'appliquer entre nous. Voilà pourquoi la convocation d'une assemblée constituante est une stratégie révolutionnaire. Mais c'est un peuple actif, hein, c'est un peuple dont vous souhaitez qu'il ait la possibilité de révoquer. Absolument. Le référendum révocatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, merci, Monsieur Paoli, parce que de temps consacré à essayer d'expliquer. Nous avons trouvé la réponse à une vieille question, je parle de la gauche là, hein. On se posait cette question, comment combiner ce que nous avons tous vu, que tout pouvoir durcit, que tout pouvoir s'ankylose, et l'initiative populaire, en sachant que non plus le peuple n'est pas porteur de toutes les vertus. Comment marier les deux choses? Eh bien, la méthode du référendum révocatoire nous permet en cours de route de dire, quand il y a une quantité X d'électeurs, d'électrices. Au passage, ça existe. Hein. Ça existe dans certains États des États-Unis. Ça existe au Venezuela. On l'a fait au Venezuela. Alors évidemment, après, ça veut dire que tout le monde se mêle de tout le temps. On ne peut pas vouloir, comme disait Robespierre, hein, qu'est-ce que vous voulez, une révolution sans révolution, ça n'existe pas. Bon, mais si vous voulez véritablement une récupération du pouvoir par le bas, par le peuple, et le peuple est responsable, ne croyez pas qu'on l'entraînera dans n'importe quelle aventure. Les gens n'ont pas envie tous les 5 minutes de révoquer tout le monde. Mais ils voient bien qu'il y a des situations absolument scandaleuses à laquelle ils veulent eux-mêmes mettre un terme. Bon, par exemple, un président qui ment effrontément, ou qui a trahi toutes ses promesses, qui n'a aucune vision de l'histoire, tout le monde s'en rend compte, ou bien votre député qui s'avère être un corrompu, ou bien le maire de votre ville qui est un brave homme, ou la mairesse, mais qui tout d'un coup a décidé qu'il allait faire je sais pas quoi, moi, un château, un grand projet inutile. Vous dites, oh là là, mais c'est pas tout ça qu'on avait dit. Donc on peut mettre en route ces procédures. Elles sont tranquilles. Je vous demande de bien comprendre ça. Ou bien vous choisissez des procédures démocratiques et tranquilles, ou bien vous aurez un bazar généralisé. Et vous aurez la guerre civile. Parce que quand vous voyez la réponse alternative à ce que je raconte, c'est quoi? La chasse aux Arabes et aux musulmans. C'est ça que propose Madame Le Pen. Et comme les gens n'y voient pas clair, ils pourraient finir par se dire, ouais, ben il y a de l'abus, alors on va lui faire confiance. Vous choisissez ou la démocratie et la République ou la guerre civile. Ben moi, je préfère les choses, même si je parle fort, hein, les choses tranquilles. Et puis, je préfère les choses tranquilles. Bien sûr. Grosse difficulté aussi. Vous me dites bien sûr, je suis content de vous avoir convaincu. Non, mais les caricatures, et c'est un procès que les médias doivent s'appliquer à eux-mêmes, aller vite. Aller vite, parfois, c'est faire court, et quand c'est faire court, c'est quelquefois trop court. Parlons de l'euro. Beaucoup vous disent, Mélenchon, avec beaucoup de ses copains, c'est la sortie de l'euro, Mais moi, j'ai lu des choses que vous avez dites à propos de l'euro, et vous considérez que si l'euro plus un protectionnisme solidaire accompagné d'une harmonisation sociale et fiscale, ça peut faire un très beau projet européen. Donc vous n'êtes pas forcément pour sortir de l'euro. Absolument. Moi, je ne veux pas sacraliser cette question. La monnaie, c'est une question très importante. Mais la monnaie, c'est pas qu'un signe, c'est pas un bout de papier, une pièce. C'est un ensemble de traités.
La monnaie européenne, aujourd'hui, elle fonctionne sur la base du traité budgétaire que François Hollande s'était engagé à renégocier et qu'il a dit oui sans négocier, même la couleur de la page ou du stylo avec laquelle il a signé. Bon. Donc, la monnaie, c'est tout ça à la fois. Donc, ça ne sert à rien de dire on va abolir l'euro. Bon, et alors en Angleterre, il n'y a pas d'euro, c'est pas le paradis socialiste. Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment s'organise l'ensemble de la zone. Mais, monsieur Paoli, la différence qu'il y a entre un universitaire ou un journaliste et un homme ou une femme politique engagée dans l'action, c'est que vous n'agissez pas d'après les mêmes paramètres. Moi, j'ai besoin de faire savoir à mon interlocuteur unique, le gouvernement allemand, que je n'ai pas peur. Et que s'il fallait choisir entre la démocratie, la protection sociale et l'euro, je choisis la démocratie. J'ai besoin qu'il le sache. Pourquoi ? Parce que Mme Merkel agit d'une manière tout à fait rationnelle. Ça fait 2 fois qu'elle voit arriver un président de la République qui dit « scrogneux, je vais tout casser » et qui, en arrivant, fait exactement le contraire et ne dit rien. Elle est donc en état de se dire « ces Français, en réalité, ils font semblant, mais ils sont d'accord avec moi ». J'ai besoin qu'elle sache que, au moins parmi les gens qui sont là, il y en a un qui lui tiendra tête et qui ira au bout. Et je n'ai pas peur, ma vie est faite, j'ai mon âge. Je n'ai plus rien d'autre à gagner que de faire bien. Quand je vois Alexis Tsipras, pardon de venir sur un aspect personnel, la politique est faite par des êtres humains. Cet homme s'est enfermé 18 heures avec des gens hostiles. Il avait à côté de lui le serpent K qui lui a dit « T'inquiète pas, je vais te tirer d'affaire, tu ne seras pas, on ne te fera pas sortir de l'euro ». Vous avez entendu comme moi le vice-président de la Banque centrale dire « C'était une blague ». Moi, je n'ai cessé de vous le dire. Personne n'a le droit de faire sortir un autre pays de l'euro. Ça n'existe pas, ce n'est pas dans les traités. Par conséquent, s'il avait dit, écoutez, ce que vous me demandez, je le comprends, mais je ne peux pas, parce que ces pauvres Grecs ont trop payé. Il sort de la salle, les autres capitulent. Pourquoi ? Parce que les autres doivent payer 40 milliards pour les Français et 60 milliards pour les Allemands. Donc il ne faut pas avoir peur des rapports de force. Écoutez-moi bien, on ne fait pas de compromis sans rapport de force. Le compromis, c'est l'art de la civilisation dans le rapport de force. Mais si vous ne faites pas de rapport de force, alors vous capitulez, c'est tout. Il faut créer des rapports de force. J'ai besoin que Mme Merkel se dise, il y a un Français qui est absolument imbuvable, insupportable, et qui me tiendra tête et va m'envoyer dans le fossé, c'est moi. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous arrivez là aux questions d'actualité et c'est très bien comme ça. C'est maintenant Mathieu Croissando et Karine Bécard qui vont venir sur des questions qui sont vraiment celles de notre quotidien absolu. Agora Ah oui, j'ai pas répondu. sur France Inter. Karine Bécard. Oui, on va continuer à parler de l'union des gauches radicales européennes avec des questions effectivement plus concrètes. Aujourd'hui, élection en Grèce. Vous parliez à l'instant d'Alexis Tsipras. Vous la souhaitez toujours, donc, cette élection d'Alexis Tsipras, vous souhaitez sa victoire toujours ou pas après ce qui s'est passé au mois de juillet ? Mais je ne suis pas fou, je sais faire la différence entre Syriza et la droite grecque. Par conséquent, bien sûr que je souhaite qu'il gagne. Et je souhaite que l'unité populaire, c'est-à-dire la scission qui a refusé de signer le mémorandum, ait des élus, de manière à ce que, comme ça va se produire, inéluctablement, vous m'entendez, marquez tout ça dans vos papiers, la catastrophe est certaine. Le mémorandum ne peut rien produire d'autre l'actuel plan d'austérité ne peut rien produire d'autre qu'une nouvelle catastrophe. Et bientôt, il va y avoir une négociation sur la dette. Mais il Donc, à ce représente moment-là, toujours la gauche radicale pour vous ou pas ? il est une de ses représentations. Moi, j'aurais pas agi comme lui. Écoutez, il y a au moins une chose qui différenciera la nouvelle gauche, parce que on l'appelle radicale. Moi, je veux bien, mais c'est la nouvelle gauche. Celle qui est née, vous ne le savez pas, vous autres, parce qu'on vous en parle jamais. C'est né dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Ça a commencé en Amérique latine. Je reconnais que ça s'est construit sur un méli-mélo idéologique de la théologie de la libération et du marxisme. Et puis, c'est arrivé maintenant en Europe. Ça a commencé par la Grèce, mais c'est une longue histoire. Alexis Tsipras, il a commencé en 2004, avec 4%. Bon, ensuite, vous avez le référendum en France. Ensuite, vous avez Die Linke en Allemagne à 8. Ensuite, vous avez moi en 2012 en France à 11. Ensuite, vous avez Alexis à 18. Ensuite, vous avez les élections en Espagne où Izquierda Unida fait 10 et les camarades de Podemos font 8. C'est une histoire longue. Les gens ne croyaient pas que tout ça sort comme ça. Ou même Corbyn, par exemple, sur lequel tout le monde est en train de dire « Oh, c'est un champignon ». Pas du tout. Le gars, il a 66 ans. La dernière fois que j'ai vu, en 2012, il m'a dit « Tout est perdu ». C'est fini, les gens vivent plus mal encore maintenant qu'avant et on a brûlé nos vies pour rien. C'est pour ça que je dis à ceux qui sont de ma génération, c'est bon quoi, remballez vos amertumes et remettez-vous au boulot. Mais c'est parce compliqué. que les jeunes ont besoin de vous. Pour revenir à Alexis Tsipras, Oui, Mathieu Croissando. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous diriez, comme la présidente du Parlement grec, qui a fondé notamment Unité Populaire, qu'il a trahi le peuple, ou est-ce que vous diriez qu'il s'est planté ou qu'il Moi a je ne cédé parle parce pas qu'il ne pouvait comme pas ça. faire autrement? Zoé Constantinopoulou est une femme remarquable, traitée d'une manière ordurière par les médias de son pays, comme le sont toujours maltraitées les femmes, pire que les hommes, quand elles sont de gauche. Car vous savez que l'imagerie
dominante, c'est l'homme et la femme de gauche ne se maîtrisent pas, c'est une bête agressive, etc. Alors quand c'est les femmes, inutile de vous dire qu'elles mangent double ou triple. Enfin, c'est quand même, elle a quand même été traitée d'orang-outan mal baisé. Hein, c'est pour vous donner une idée du niveau auquel se situe l'agression contre cette femme. Alors, moi, je ne vais ni la juger elle, ni le juger lui. Je n'aurais pas fait comme lui. Mais je suis définitivement sorti de l'idée d'une internationale qui donne des ordres à tout le monde, ou des traîtres et des purs. Alexis a pensé qu'en faisant comme ça, il gagnait du temps, je suppose. Moi, je ne ferais pas ça. Mais si j'étais à la tête de la France est 18% de l'économie de l'Union européenne. Lui, c'est 2%. C'est pas la même situation. Si moi, je dis, écoutez, je paye pas, ça coûte 2000 milliards à ceux à qui je paye plus. Donc, ça les fait réfléchir quand même, préfèrent discuter que de se battre. Donc, il n'avait pas les mêmes outils de rapport de force. Je souhaite qu'il gagne. Je souhaite qu'Unité populaire puisse être son allié et que nous repartions de l'avant. Mais comprenez bien une chose. Il a raté, pour moi, à mes yeux, je veux le dire quand même. Il faut avoir la tentation de l'histoire quand on est à ce niveau de responsabilité. Je sais très bien que vous avez une boule de feu dans le ventre au moment où vous devez prendre une décision terrible et vous dire est-ce qu'ils vont céder ou pas. Mais je comprends qu'il ne l'ait pas prise, mais nous on le fera. Et il faut absolument que tout le monde comprenne que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, pas parce que je veux le montrer du doigt. Je tire des leçons pour moi. Je ne signerai pas. Voilà ce que je veux qu'on sache. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi il parle de lui? Personne ne parle de lui. Mais si vous partez pour conquérir le pouvoir, c'est bien parce que vous espérez le conquérir. Et donc, vous devez dire comment vous allez vous y prendre. Moi, je dois réhabiliter une culture qui est le rapport de force, pas la carpette, le rapport de force. Mais aujourd'hui, je m'adresse à Fabien Escalona. Est-ce que finalement la candidature d'Alexis Tsipras ne fait pas plutôt monter l'extrême droite en Grèce ? Non, c'est pas sa candidature qui le fait monter. À la limite, c'est peut-être son échec. Et encore, il faut se méfier avec cette idée de transfert d'électorat entre gauche. On a entendu ce matin droite. sur France Inter, dans les journaux, beaucoup de gens en Grèce qui disaient finalement, moi j'ai voté pour Tsipras, mais là cette fois-ci je vote pour Obdoré. Oui, parce que vous en trouvez toujours. Bon, d'après ce qu'indiquent les intentions. Heureusement qu'on ne croit pas ce que vous racontez, parce que la dernière fois, non, mais c'est pas vous, c'est jamais personne. Mais la dernière fois, jusqu'à la dernière limite, vous avez annoncé qu'il allait se planter au référendum, qu'il allait gagner de juste, même qu'il allait perdre. Résultat, il a fait 60%. Alors donc, non, le vrai. Mollo, quoi. Obdoré a aucun espace aujourd'hui en Grèce. Ils n'ont aucun espace, mais y a quand même, ils ont quand même un espace à 6, 7, 8% qui reste constant. Et il faut rappeler qu'ils ont fait ce score la dernière fois, donc en janvier 2015, alors que leurs dirigeants étaient derrière les barreaux. Donc sans faire campagne, ils ont fait ce score-là et ils essayent de changer leur image, même s'ils sont très extrémistes. Et ils pourraient refaire le même score. Juste une chose très rapide, sur Tsipras et Syriza, moi, il me semble que la première conséquence, c'est que ça change beaucoup de choses pour Syriza lui-même. Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé, Syriza a décuplé son score en l'espace de quelques années. C'est quelque chose d'énorme. Sauf que là, le parti est en train de changer très vite. Ils ont perdu la moitié du personnel de leur comité directeur. Ils perdent énormément de militants. Leur organisation de jeunesse est vidée de 60% de ses militants. Ils sont en train de perdre les liens avec toute une organisation dont j'ai plus le nom, qui organisait la solidarité, l'entraide pendant la crise. Et donc, c'est un parti qui est en train de changer. Donc, on est en train d'assister à des grands flux de la vie politique grecque et de la vie politique européenne. Juste un mot, Fabien Escalona, quand même, mais qui va nous ramener aux questions d'actualité immédiate. Ces partis de gauche radicale européens se posent-ils la question de savoir s'ils doivent rester ou non des forces gouvernementales ? Il y a une question pour certains, je pense, qui est presque psychologique. Je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans, mais qui est la posture du minoritaire. C'est très compliqué de se penser en majoritaire. Et une des ruptures de Tsipras, ça a été de dire: je suis pas là juste pour protester ou pour faire la campagne, pour défendre mes idées. Je suis là pour gagner, pour gouverner. Et ça a changé beaucoup de choses. Alors, il a bénéficié d'une situation qui était énorme pour arriver au pouvoir. Donc ça, c'est une chose. Et après, la deuxième chose que je soupçonne derrière votre question, c'est: est-ce que le fait de se déclarer pour ou contre l'euro ou pour une sortie éventuelle de l'euro, évidemment. Oui, mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gouverner? Je pense que c'est deux questions différentes. Vous pouvez à la fois aspirer à gouverner et considérer que pour gouverner, vous avez besoin soit de sortir, en tout cas de vous préparer à sortir de l'euro. Ça, c'est une autre question. Je peux dire un mot. Je pense que votre question est très importante parce que moi, je viens pas j'ai été dans l'extrême gauche quand j'avais 20 ans, j'y suis resté 3 ans, puis ensuite je suis passé 30 ans au Parti socialiste. C'est ce qui m'a frappé en arrivant dans l'autre gauche, c'était la difficulté à avoir une aspiration majoritaire, c'est-à-dire à se mettre en situation de dire comment je ferais si je gouvernais. Et donc d'arriver non pas à renoncer
à ses rêves au profit de je ne sais quelle pseudo-réalité ou réalisme, mais comment on mariait les deux, hein, et d'avoir la mentalité majoritaire. Moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer comme conscience. Nous pouvons gouverner ce pays. Et donc, j'assume tous les problèmes que ça pose. Parce que ce que racontait à l'instant M. Escalona, qui est très juste, ce qu'est en train de subir aujourd'hui Syriza est terrifiant. Parce que ça veut dire qu'ils vont être plus que jamais dans la main des experts. Je me rappelle d'une discussion avec Alexis, il y a 3 ou 4 ans. Et je lui disais, comment tu t'en sors? Nous, on a 9 partis dans le front de gauche. C'est quelque chose à vivre. Hein. Eux, 16. Avec là-dedans jusqu'à toutes sortes de nuances de l'extrême gauche. Et il me disait, je manque d'expertise. Parce que pour faire des grandes résolutions de 50 pages sur la lutte contre l'impérialisme et la description dans le détail de tout ce qui ne marche pas dans le capitalisme, ça y avait, la littérature. Mais après, le comment faire. Hein, c'est le comment faire qui compte. Moi, j'ai commencé par là, en tirant cette leçon. On a fait avec Jacques Généreux. Notre premier forum, c'était comment gouverner face aux économiste, banques. Jacques un Généreux. Économiste et un sociologue surtout, et un anthropologue. Et donc, on a fait une liste de mesures de comment on allait s'y prendre. Ça veut dire qu'on peut marier le rêve, ce que vous appelleriez l'utopie, moi j'appelle ça un programme politique, et le concret. Mais il faut avoir la mentalité majoritaire. Donc par exemple, quand vous êtes en France, que voulez-vous? Vous chantez la Marseillaise. J'ai eu un mal de chien à expliquer pourquoi on chantait la Marseillaise quand on est de gauche, à des camarades qui trouvaient que c'était le chant des Versaillais. Personne ne savait de qui on parlait. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on peut le faire tout seul? Je vous comprends l'idée, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller aux hégémonies culturelles de notre pays. Il faut faire du Gramsci. Quand on a la chance d'être dans un pays où il y a écrit liberté, égalité, fraternité, on se frotte les mains. Parce que Pablo Iglesias, il me dit, chez moi, il est marqué honneur et patrie, qu'est-ce que je fasse avec ça? Mais est-ce qu'on peut le faire tout seul? Parce Ça, qu'au c'est fond, pas des mots, c'est un Pablo Iglesias. au fond, quand on écoute Tsipras, on a l'impression de réentendre un épisode classique, au fond, qui est l'arrivée de la gauche au pouvoir, confrontée à des réalités. Et quand on l'écoute, il dit, au fond, je pouvais pas faire autrement. J'avais une opinion publique qui voulait pas sortir de l'euro, j'étais coincé. Et puis, on sait que les économies sont interpénétrées. Est-ce que l'arrivée d'un pouvoir de gauche radical aujourd'hui dans un pays d'Europe peut changer la donne tout seul? Tout seul, non, mais il faut voir quel outil on a en main. Hein. Est-ce que vous, Jean-Luc Mélenchon, si vous arrivez à la tête du pays, vous ça pouvez n'a rien- changer la donne tout seul? Évidemment, du tout au tout. Non mais, pour l'instant, souriez. Vous savez, avant qu'on y arrive dans tous les pays d'Amérique latine, vous n'auriez pas mis 1 centime de votre paye sur la bande de clochards qui se réunissaient au forum de São Paulo. Pour la fin, on a pris le pouvoir dans 10 pays. Et on a une expérience accumulée. Moi, je ne me suis pas contenté de regarder ça de loin ou de faire du violon sur Podemos et Syriza. Il faut aller voir, il faut se confronter, il faut parler avec les camarades, comment tu gouvernes, comment tu t'y prends, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Notre grand problème, c'est la classe moyenne, vous autres, la quête devant moi. C'est ça le problème de nos révolutions. C'est que nous sortons des milliers de gens de la pauvreté, ils deviennent classe moyenne, et quand ils deviennent classe moyenne, ils ont des ambitions individuelles et pas sociales. Et comme on leur propose pas un contre-modèle, eh bien ils vivent sur le modèle d'auto-affirmation par des consommations ostentatoires. Alors ils veulent des grosses bagnoles, ils veulent des écrans de télé, et c'est normal parce que c'est la vie. Mais il faut que le pouvoir soit aussi non seulement une révolution sociale, mais une révolution culturelle. Enfin, en Alors, attendant, oui, mais Jean-Luc- attendez, pour vous dire, est-ce qu'on peut changer? Je vous réponds, je suis en train de vous dire comment on peut changer. Est-ce que nous sommes tous dans cette malédiction, vous savez? Il y a toujours eu des pauvres et des riches. Alors quand on arrive au pouvoir, on est obligé de s'écrouler devant les faits. Non, tout dépend le rapport de force que vous avez. Il a très habilement joué, Tsipras. Parce qu'il gagne, tout le monde oublie, avec 37%. Ça veut dire qu'il y a 63% de la société qui dit « moi je veux pas de son truc ». Donc, sauf si vous êtes un dictateur et vous décidez que vous n'en avez rien à faire des 63% autres, soit vous essayez de les convaincre. Il a donc fait une pédagogie pendant des mois. Et quand il met le mémorandum en référendum, ça donne plus de 60% en faveur de sa thèse. Là où ça va plus, c'est que lui, après, c'est il la prend suite. peur. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le caractère à avoir avec le programme politique. Ne croyez pas que la politique soit désincarnée. Si vous confiez à un cœur de mouton votre travail, vous aurez un résultat de mouton. Enfin, en attendant, revenons en France. Vous suis. avez du mal à la rassembler, cette gauche radicale en France. Et il y a même Jean-Christophe Cambadélis aujourd'hui, hier, qui propose C'est pas la gauche radicale. Hein, Non, d'abord, mais qui c'est à propose, prouver que c'est la gauche, mais qui déjà, alors. propose un référendum pour essayer effectivement d'unir déjà toute la gauche. Il essaie de vous couper l'herbe sous le pied, là. Non, moi je vois pas ça comme ça, puis ça m'intéresse pas. Me couper l'herbe sous le pied, qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce que vous êtes quand même une femme intelligente et vous êtes une analyste? Vous croyez réellement à votre question? Bien sûr que non. Donc vous faites perdre du temps parce qu'il faut que je la détricote. Jean-Christophe Cambadélis ne sait plus comment faire parce qu'ils ont provoqué, pas lui bien sûr, il n'a pas de responsabilité, il est prié de recoller les morceaux. Hollande et Valls ont explosé la gauche. Pourquoi?
Pourquoi? Pas parce qu'on est des mauvais caractères, parce qu'ils ont fait une politique de droite et que nous ne voulons pas soutenir cette politique, c'est clair. Donc il peut le prendre par le bout qu'il veut. Nous sommes l'espoir, nous sommes la suite. Les gens en reviendront. Eh bien maintenant, il essaye de trouver un nouveau garrot. Allez, c'est l'union, sinon, ça sera le Front National. Ils ont trouvé un gros chien berger qui fait peur à tout le monde. Alors, allez, si vous n'êtes pas avec moi, vous serez dévorés. Alors les gens disent, ah ben oui, finalement, ils sont infects, mais on va être avec eux parce que l'autre, elle est encore plus infecte. Non, il y en a marre. Le pistolet sur la tempe, Front National, pour nous faire n'importe quoi, il y en a marre. Donc on essaye de construire notre fort. Et là, il a trouvé ça. Mais enfin, quel est le sens de la question? Excusez-moi, mais... Non, il est peut-être pas le mieux placé pour poser cette question-là, mais est-ce que dans l'électorat de gauche, vous reconnaissez que cette question peut se poser? Au fond, est-ce que tous les partis de gauche doivent s'unir pour barrer la route à Marine Le Pen et au Front National? Moi, c'est pas le sujet. Moi, le sujet, c'est changer la vie. C'est faire qu'il y a 14 millions de pauvres dans ce pays. Il y a 30 000 gamins qui n'ont pas un toit sur la tête. Il y a une économie de la mer avec des milliards que nous pourrions faire prospérer. Voilà le sujet. Le reste, c'est une guignolade. Ils se jouent les uns les autres, ils s'aident les uns les autres. Bon, alors que les gens de gauche se disent « Ah là là, mais Jean-Luc, ça craint, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, je le comprends. Mais si vous me mettez en tête, la question est réglée. Je veux dire, mais la question est réglée parce qu'ils se mettront derrière nous. Et c'est même pas sûr. Et si vous êtes en tête, vous tendrez la main au Parti Socialiste? Ben, ça va de soi. Bien sûr que ça, mais pas pour faire leur truc, pour faire autre chose. Mais déjà, les frondeurs n'ont pas envie de vous. Donc, comment vous réussirez à rassembler Mais ça, madame, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je m'en passerai, figurez-vous. Parce qu'il y a mais plus si fort... vous passez tout le monde, vous ne réussissez pas à être à la tête d'une force suffisamment puissante mais pour arrêtez gagner. de me prêter des projets de je ne sais pas quoi. Moi, mon objectif politique, c'est de construire une force cohérente, consciente, et qui sait où elle va et pourquoi elle le fait. Parce que j'ai un coup d'avance. Je sais que pour faire ce qu'on a à faire, il faut un peuple éduqué. Il n'y a pas de grand sachem qui va arriver et qui va régler les choses depuis son bureau. Le peuple français va devoir s'impliquer pour faire cette grande mutation qui lui est proposée du passage à la 6ème République. Alors nous verrons bien, chacun prend ses responsabilités, il y a 24 heures dans une journée, et je suis un pauvre diable comme vous, je fais ce que je peux. Et puis si ça marche, eh ben, tant mieux, et si ça ne marche pas, du moins aurais-je pour moi ma conscience. Alors Jean-Luc Mélenchon a compris que les alliances avec le PS, c'était pas pour tout de suite, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Il y a un discours qui monte chez certains intellectuels et qui propose des alliances d'une autre nature. On l'a entendu avec l'économiste Jacques Sapir, par exemple, on l'entend parfois dans la bouche de Michel Onfray, qui parle d'éventuelles alliances ou de fronts communs entre les souverainistes des deux bords, comme ils le disent. Et il vous cite souvent en exemple, en disant au fond, regardez, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et là je cite Michel Onfray, ils partagent souvent des positions qui se ressemblent. Onfray, pardon, moi je l'ai aimé dans son traité d'athéologie, je l'ai aimé à l'université populaire, mais depuis ça va quoi. Hein. C'est la girouette qui passe de l'un à l'autre. Il insulte tout le monde. Il dit qu'il ne votera pas en 2017. Bah salut, si tu votes pas, va plus loin parce qu'on a des choses sérieuses à discuter parmi les gens qui votent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis attendez, mais ce truc qui monte dans le paysage intellectuel, ça vous inquiète? Ok, le paysage intellectuel, c'est pas des intellectuels. Ah non, mais attendez, vous les adorez quand ils me tapent dessus, hein, et c'est toujours à charge. Non, mais attendez, Onfray, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est un homme qui a l'habitude de la déloyauté dans le débat. Parce que il m'impute, par exemple, régulièrement dans tous ses articles, je vais régler un compte au passage, mon soutien à Ahmadinejad. Hein, et il précise bien, entre parenthèses, qui a voulu rayer l'Israël. Vous avez tous compris, hein? Vous n'avez pas compris, les gens? Si, vous avez tous compris. Bon, vous voyez le gros clin d'œil. Je n'ai jamais soutenu Ahmadinejad et je dois faire partie des seuls rarissimes hommes politiques qui ont été, y compris contre l'ayatollah Khomeini, parce que je pense que la religion n'a rien à faire dans la politique, et je l'ai pensé depuis la première heure. Donc, il utilise des procédés de cette nature. Qui sont ces gens? Alors venons au fait. Une alliance de quoi? Des souverainistes? Ah bon, très bien. De quoi on parle? Souveraineté de qui? Ou du peuple? Ils sont pour mettre la souveraineté du peuple dans l'entreprise? Non, que je sache. Vous savez comment ça finit, ces histoires-là? Ça finit toujours de la même manière. On demande à l'homme ou à la femme de gauche, ah, tu vas pas nous casser les pieds avec tes histoires de salaire, ah, tu vas pas nous casser les pieds avec tes histoires de participation à la décision. Nous sommes unis parce que nous sommes souverainistes, nationalistes ou je ne sais quoi. Tout ce qui transcende les véritables enjeux sociaux est bienvenu pour les puissants. Et ces gens-là font le travail des puissants. Voilà, c'est tout. Je ne m'allierai jamais avec quelqu'un de droite parce que c'est voler le peuple de son droit à donner son opinion. C'est pareil de s'arranger dans une soi-disant union de la gauche où on s'arrange entre chefs pour tromper tout le monde, et alors là ça sera encore pire que tout, s'allier avec des gens avec qui je ne partage
pratiquement aucune des valeurs fondamentales. Ma patrie, elle est universaliste, pas celle de Madame Le Pen. Je ne suis pas anti-musulman, elle l'est, et ainsi de suite. Je crois qu'on peut faire France de tout bois. Je pense que la France est forte quand elle est universaliste, pas eux. Qu'est-ce que je vais aller faire avec eux? Donc ça va, ils nous saoulent. Hein. La tâche est assez difficile comme ça, qu'ils viennent pas en plus nous embrouiller le paysage. Ils restent chez eux, ils se débrouillent, ils vont voir Madame Le Pen si ça les intéresse. Je ne crois pas d'ailleurs qu'Onfray soit sur cette position. Vous voyez, je l'ai combattu il y a un instant, mais je ne veux pas qu'on attribue aux gens des positions qui ne sont pas les leurs. Alors de grâce qu'on en fasse autant pour moi. Je reviens un instant, Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une question aussi que je pose à M. Escalona dans cette horizontalité que nous évoquions tout à l'heure. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe autour de nous. Je cite, tenez, le journal anglais The Observer qui est repris par Courrier International cette semaine à propos de Jeremy Corbyn. Le corbynisme a été un séisme politique qui a secoué la vie politique de façon inimaginable, pas simplement en Angleterre. Nous voyons donc ce qui se passe et des possibilités de faire autre chose. C'est un vrai débat politique. On peut être de gauche, on peut être de droite, mais on peut faire autre chose à droite comme à gauche. Est-ce qu'on peut imaginer en effet que ce nouveau contexte propose un principe d'union? J'en reviens à la question liminaire d'Agora aujourd'hui. Peut-on imaginer une union des gauches radicales en Europe qui précéderait autre chose, d'ailleurs, une définition politique différente? Monsieur Escalona. Mais actuellement, vous n'avez pas une union, mais des collaborations qui ont déjà lieu dans les instances européennes, à travers un groupe parlementaire, à travers un parti européen qui s'appelle le PGE, qui a été un des signes de la structuration de cette famille-là. Après, union, ça veut dire quoi? Ça peut être aussi l'initiative à laquelle Jean-Luc Mélenchon participe de préparer un plan B collectivement sur comment on fait si on se fait mettre la pression sur la question de l'euro. Mais après, union plus que ça, je ne vois pas où ça pourrait aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais au début de l'émission, comme votre espace de citoyenneté, là où la citoyenneté est vraiment effective, ça reste l'État-nation, parce qu'actuellement, les citoyens n'ont pas moyen de peser vraiment concrètement sur l'Union européenne. Ils peuvent peser sur le Parlement européen, qui est un petit rouage de la gouvernance européenne. Comme ça se fait dans l'État-nation, forcément, c'est de là que viendront les éventuels craquements dans l'ordre politique européen. Jean-Luc Mélenchon, il revient en courant, l'État-nation. Hein. Depuis qu'on recommence à fermer les frontières, provisoirement, mais on ne sait pas combien de temps ce provisoire va durer, c'est le grand retour de l'État-nation. Là, hein. Là, vous le prenez par son aspect... qui est normal, Schengen, qui n'est pas une petite question. Les droits, qui n'est pas une petite question. Oui, les droits régaliens. Mais l'État-nation est le cadre de la démocratie, c'est ce que vient de dire M. Escalona. Les gens savent que c'est là qu'ils peuvent voter. Maintenant, on les a dépossédés du sens du vote. En France, on a été très loin. D'abord parce qu'on a un système, la Ve République, qui a toujours tout monarchisé. Mais depuis quelque temps, sous la férule de François Hollande, la catastrophe est consommée. Les municipalités... On continue à y voter, mais tout le monde sait que c'est à l'agglo ou à la mégapole que se passe le pouvoir et on vote pas. On fait des élections départementales, mais on vous dit on va les supprimer, les départements. Alors qu'est-ce qu'ils font? On avait des régions, on avait vaguement compris à peu près quelles étaient les frontières. On en crée 13 autres, que personne ne sait au juste dans quoi il habite. Vous ne savez pas, quand vous êtes à Guéret, vous devez avoir un programme commun avec Biarritz. Bon. Alors, donc, la démocratie a été démantibulée. Dans l'entreprise, vous n'avez aucun droit. Et on dit, on va organiser le débat dans l'entreprise. Vous savez bien que ce n'est pas une discussion libre. Eh bien, donc la démocratie va très mal. Et les gens, comprenez ça, c'est anthropologique. C'est-à-dire, la communauté humaine, les premiers groupes humains, c'est pas la famille. C'est un groupe humain qui décide d'établir des lois sur ses membres et sur un territoire. Ça correspond à la manière d'être des êtres humains. Donc, si vous dites, la loi va s'appliquer à tout le monde en Europe, les gens seront européens, il y aura un peuple européen qui naîtra. Mais il n'y a pas de démocratie européenne, il n'y a pas de loi européenne, sinon des directives décidées par un petit groupe de gens qui ne les soumettent jamais au vote. Donc il n'y a pas de peuple européen, il nous reste comme cadre la nation. Nous, en France, on a notre malheur, la Ve République, et la chance qu'on a, c'est que si on s'empare de tout à la fois. Et donc, étant élu, je peux déclencher le processus de convocation d'une constituante. Mais je veux venir sur vous, et l'idée que vous avez évoquée, comment nous travaillons, c'est important que tout le monde le sache. Est-ce qu'il y a une internationale de l'autre gauche ? Oui, il y en a une. Elle est diffuse. On ne se donne pas d'ordre. Chavez a essayé de nous faire créer une 5e internationale. On lui a dit, écoutez, non, c'est passé ce temps-là. Nous avons besoin d'échanger. Nous échangeons. Donc on va les uns chez les autres. Pas faire la jet-set de l'autre gauche, mais on parle, on échange, on confronte. On a beaucoup parlé avec Alexis Tsipras. Je vois très souvent Pablo Iglesias, il est 2 bancs derrière moi au Parlement européen. Avec Corbyn, vous parlez aussi parce que vous en parlez peu, en fait, de Corbyn. Oui, parce que je l'ai découvert. Je ne m'occupais plus du mouvement socialiste. Il était considéré comme mort, puisque c'est la social-démocratie allemande qui domine, que l'international socialiste est fractionné, vous ne le savez pas.
Et que, bon, il n'y avait rien à en tirer. Dans la moitié des pays d'Europe, ils gouvernent avec la droite. Donc, pour moi, c'était plus mon centre Mais vous d'intérêt. avez pris contact, ça y est, vous allez vous rencontrer avec Corbyn? Oui, bien sûr. Corbyn, je vous dis encore une fois, il faut voir, la dernière fois que je l'ai vu, c'était vraiment pas un bout en train. Il m'aurait plutôt cassé le moral qu'autre chose. Il s'y est mis. Non, mais il s'y est mis, c'est important, parce que ça parle aussi à toutes les générations. On voit que c'est pas une affaire d'âge de s'y mettre. Tout le monde peut s'y mettre. Bon, donc Corbyn, bien sûr, le congrès du Labour termine le 28, 29, 30. Je pense que ou le 29 ou le 30, j'irai. Sauf si on change notre manière de faire. Mais nous parlons sans arrêt, de manière à affiner nos outils et à bénéficier à chaque fois, dans le cadre d'un pays, de ce qu'on peut apprendre des autres. Donc, le temps du commandement unifié, non. J'entends Ça, bien, non. vous aviez lancé une initiative qui était une conférence internationale pour un plan B. Oui. Ça va avoir lieu quand, ça? Alors ça, on a prévu de faire ça en novembre. Entre-temps, il faut qu'il y ait d'autres forces qui se Et réorganisent. vous invitez qui? Alors, le plan B, d'abord, moi j'espère inviter personne, c'est que ça s'organise soi-même, mais vont venir tous ceux qui sont pour ouvrir le débat sur un plan B, et qui sont de gauche, évidemment, je veux dire, de gauche, qui ne sont pas des nationalistes, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, tous ceux que ça intéresse, qu'ils soient sociodémocrates ou pas, je veux dire, il n'y a pas d'exclusive à l'égard des socialistes. Donc, il y aura des écolos, il y aura des... J'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y aura... En tout cas, je sais qui va venir déjà. On le voit, l'Unité populaire y sera. Peut-être que beaucoup de partis du Parti de la gauche européenne seront là. En Italie, va se produire le 7 novembre un événement qui a une importance pour nous dans l'autre gauche. C'est la réunification des Fondazione Comunista Lesel, une partie des écolos, ce qui reste de socialistes là-bas, plus un bout des communistes et du Parti de la démocratie autour de Stefano Fassina qui est venu à la fête de l'humanité. Vous voyez, ça n'a pas arrêté de se recomposer. Nous sommes dans cette phase d'ébullition montante. Peut-être que moi, je ne verrai pas la fin de cette histoire-là, mais je suis certain que parmi mes jeunes gens que je vois dans cette salle, vous changerez le monde parce que celui-là est à bout de souffle. Il va mourir. Donc il vaut mieux qu'il meure dans des conditions où nous sortons quelque chose de positif qu'une catastrophe générale dont nous avons la spécialité en Europe. Car je vous signale qu'à chaque fois qu'on a une crise, on termine ça avec une guerre en Europe. Et que le monde entier est prié d'y participer. Alors nous avons dessiné avec vous, Jean-Luc Mélenchon, et avec vous, Monsieur Escalona, un paysage politique qui pourrait être différent. C'est à vous, c'est aux citoyens de faire en sorte qu'ils le deviennent s'ils le souhaitent. On en parlera aussi beaucoup, et j'espère avec vous et avec vos questions. Dans la deuxième partie d'Agora tout à l'heure, il y aura 20 minutes, vraiment 20 minutes qui vous seront absolument consacrées pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Il y a énormément de questions qu'on n'a pas abordées. On a parlé des migrants, on n'a rien vu. Il faudra parler un jour de celles et ceux qui se déplaceront pour des raisons environnementales. Ça n'aura rien de commun avec ce que nous connaissons 250 aujourd'hui. millions de gens sont annoncés par l'ONU. Et là, on a peur pour 200 000. Ça fait un migrant supplémentaire environnemental toutes les secondes. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça représentera le moment venu? C'est une question politique, décidément politique, de toute première importance. On en parlera aussi dans la deuxième partie d'Agora. Merci à vous de nous écouter et de votre présence ici dans l'Agora de Radio France. Et à tout de suite. Et quand je dis Agora en public, c'est avec vous, mesdames, messieurs, qui nous faites le grand plaisir de nous accompagner dans l'Agora. Vos questions sont les bienvenues d'ici quelques minutes. Plus elles seront nombreuses et plus ça nous mettra de bonne humeur. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire, décidément. D'ailleurs, on va réagir aussi au contenu tout de suite du journal de 13h de Philippe Abitboul et à l'actualité de cette matinée. Karine Bécard, Mathieu Croissando, une question que vous avez envie de poser à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi bien sûr à Fabien Escalona. Oui, on va poser là vraiment des questions purement d'actualité. On va revenir sur la crise migratoire, si vous le voulez bien, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez beaucoup critiqué François Hollande, vous avez beaucoup critiqué Angela Merkel sur la gestion de cette crise migratoire. Vous, si vous étiez à l'Élysée, là maintenant tout de suite, vous feriez quoi? On la gère comment, cette crise migratoire aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je ne prendrai pas les gens pour des imbéciles. Et je sais qu'ils ont tous compris la même chose. Ceux qui sont là, on ne peut rien faire d'autre que les accueillir, parce que l'alternative, personne n'est capable de dire en quoi ça consiste. Les rejeter à la mer, les remettre sur la route, ça n'existe pas. Mais en même temps, prétendre que la bonne volonté, la générosité est la réponse à la question posée est absurde, et c'est prendre les gens pour des imbéciles, et les gens le sentent. Quand Mme Merkel a dit on va accueillir 800 000 personnes, j'ai immédiatement demandé, et l'année prochaine encore 800 000, et l'année d'après encore 800 000. Son point de vue n'a pas tenu 3 jours. Il faut s'en prendre aux causes. Je m'en prendrai aux causes. Donc, on arrête les guerres que nous provoquons, que nous entretenons. Deuxièmement... Ça va être compliqué, ça. Ça va prendre du temps quand même. Non, c'est pas du tout compliqué. Deuxièmement, nous arrêtons les traités commerciaux inégaux qui ruinent toute l'Afrique subsahélienne,
parce que nous les obligeons à ouvrir les frontières, à y faire entrer nos produits qui ruinent les agricultures locales et mettent des millions de gens sur les routes. Et par conséquent, c'est les causes qu'il faut frapper. Donc, tant qu'on ne me parle pas des causes, je prends tout ce que j'entends pour une fumisterie ou une manière de faire peur. Hein, voilà. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous parlez d'arrêter les guerres. Il y a un cas concret qui se pose, qui se passe en Syrie. Il y a une position russe qui va être Excellent. développée le 28 septembre à l'ONU. Est-ce qu'il faut parler avec Bachar el-Assad? Est-ce qu'il faut soutenir Bachar el-Assad dans la lutte contre Daesh? En gros, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie entre les ennemis, d'abord Daesh, puis Bachar el-Assad? Vous avez raison de dire qu'on se mettrait dans une curieuse posture si on abordait le problème comme ça. Bon. En attendant, constatons une chose, c'est qu'après avoir dit beaucoup de mal de M. el-Assad, maintenant il y a des gens qui disent qu'il faut parler avec lui. D'une manière générale, quand il y a une guerre, on parle avec les gens qui sont en guerre. Ça ne veut pas dire qu'on les aime, parce qu'on parle avec eux. On peut les condamner, mais la paix se fait entre gens qui font la guerre. Et on rappelle qu'il est à l'origine du conflit syrien. Au départ, nous avons une révolution populaire en Syrie qui participe du mouvement général des printemps, qu'on a appelé les printemps arabes. J'en profite pour dire, pour les gens qui nous suivront dans le temps et dans la lutte, qu'on voit bien qu'une révolution citoyenne dégénère quand elle devient armée. Et que par conséquent, nous n'avons jamais intérêt à l'armement d'une révolution populaire, parce que sinon c'est toujours nous qui perdons, vu que nous n'avons pas les armes. Ce qui m'amène à la réponse que vous posez. D'où sort Daesh, monsieur Croissando? Est-ce que c'est une créature du ciel, comme la pluie, l'orage, un tremblement de terre? Non. Daesh est une organisation financée, armée et entretenue par des pays de la zone. Et nous, les Européens, vous voyez, je suis sympa, je collectivise, nous achetons en contrebande le pétrole qu'ils tirent de l'Irak. Donc toute cette situation est l'enfant lointain de la première guerre du Golfe. Et deuxièmement, maintenant, si nous mettons autour de la table les gens qui payent les armes et la guerre, nous arriverons à la paix. Mais avoir comme réponse de dire est-ce qu'on est avec Assad ou est-ce qu'on est avec Daesh, c'est une manière de bloquer toute l'intelligence. Est-ce qu'il faut prendre le risque de conforter Assad au pouvoir pour frapper Daesh? Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Sinon, on n'en finit plus. Alors, on va frapper Daesh, et puis après, on frappera Assad, puis après... Mais de quel droit, d'abord? On fait la gendarmerie mondiale, maintenant? Parce que le régime ne nous plaît pas? Mais non, on rappelle que Bachar el-Assad, quand même, c'est plus de 250 000 morts depuis 3 ans. Mais personne ne va dire le contraire, cher monsieur. Nous sommes indignés par tous ces morts, partout. Mais nous intervenons à l'endroit où il y a du pétrole et du gaz. Le reste du temps, les autres peuvent crever. Y compris quand on leur impose des accords commerciaux inégaux, quand on étouffe leur économie locale et le reste. Non, tout ça... Si vous ne sortez pas de l'immédiateté, vous ne trouverez jamais aucune réponse au problème. Car demain, vous allez bombarder Daesh, qui bien sûr va avoir le bon goût de se disposer en carré sous vos bombes. Non, ils sont au milieu de la population, donc tout le monde va en prendre plein la gueule. D'accord? On va encore martyriser des pauvres gens qui, eux, ne sont ni pour Assad, ni pour Daesh, qui veulent juste vivre, c'est tout. Voilà. Ou qui s'enfuiront. Donc ce n'est pas la solution. La solution, c'est de mettre les gens qui payent autour de la table. Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, Iran, voilà les responsables de la guerre. Et pour des raisons qui sont millénaires. Bah, ils ne viennent pas de surgir il y a 5 minutes. Ça fait 1000 ans que les Perses et les Arabes se tapent dessus. Ça fait 1000 ans qu'entre chiites et sunnites, on exploite, pas 1000 ans, qu'on exploite la différence de religion, comme autrefois, on a exploité la différence de religion entre protestants et catholiques. Et que ça a duré 3 siècles dans notre pays. Est-ce que la solution, c'était la Saint-Barthélemy? Non, bien sûr que non. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose de faire? Des Saint-Barthélemy à tour de rôle. Tantôt on tape l'un, tantôt on tape l'autre. J'en parle avec passion parce que ce sont des sujets qui risquent de tourner fort mal. Vous savez comme moi que tous ces migrants qui arrivent risquent de provoquer un séisme en Europe, qui est une montée de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe, dont nous serons tous victimes, quelles que soient nos opinions à cet instant. Par conséquent, je vous en supplie, traitons les causes. Madame Merkel n'a pas parlé un seul jour d'arrêter ces foutus partenariats économiques qui ruinent tout le monde. Et pourquoi continue-t-on à acheter du pétrole en contrebande à Daesh? Pourquoi ont-ils 500 millions de dollars de réserves dans les banques mondiales? Alors, ça suffit, pardon, c'est pas vous que je parle, Croissando, mais la gesticulation sur on va bombarder l'un, on va bombarder l'autre, et tout le monde se dit « ouais, c'est vachement efficace ». Puisque vous parlez des immigrés, monsieur Mélenchon, une question pour vous, Fabien Escalona, qui peut-être relever d'une forme de déni. On parle d'ailleurs avec un débat sémantique sur faut-il dire migrants ou réfugiés. On en parle parce que la question se pose à nous, pays de l'Union européenne. Pas un mot sur la question des migrants climatiques, qui est une question existentielle, qui va menacer et qui va intéresser et concerner la plupart des pays occidentaux le jour où véritablement on va voir déferler
des populations entières. Y a-t-il une volonté de ne pas engager cette question, qui est une question politique et géopolitique de toute première importance, qui n'est pratiquement jamais présente dans le débat politique? On parle de ces pauvres hommes, femmes et enfants qui arrivent fuyant la guerre et dans quelles conditions. On ne parle pas de la question qui se pose à nous dans un horizon très court et qui sera d'une importance sans commune mesure avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? Peut-être parce que c'est angoissant. Non, moi, ça m'évoque deux choses, ce que vous disiez. On parlait au tout début de l'émission d'hégémonie. Le nom de Gramsci a été cité. Et sur la question, la différence entre migrants, réfugiés. Pour moi, un des signes que la gauche a perdu l'hégémonie dans ce pays, c'est qu'on a commencé, certains socialistes, certaines personnes de gauche ont commencé à expliquer aux Français que les migrants, ou les réfugiés en l'occurrence, qui arrivaient, c'était pas grave parce que ça allait être bon pour l'économie. Une fois qu'on emploie cet argument-là, au lieu d'employer des arguments de principe, ça veut bien dire à quel point on est tétanisé justement par l'extrême droite. La deuxième réaction, c'est pour répondre à votre question sur les migrants climatiques. En fait, ça remet au devant de la scène la question de la croissance, tout simplement, et du productivisme et de tout ce qu'il y a derrière en termes de réchauffement climatique. Et ça, ce sont des éléments qui effectivement sont absents du débat public parce que nos sociétés, en réalité, sont tout entières organisées sur ce principe de croissance, sur ce principe productiviste. Et en réalité, tous les appareils politiques, tous les experts, toutes les technostructures devraient être focalisés sur, au fond, comment est-ce qu'on garde des niveaux de vie décents à tous les endroits de la planète sans bousiller cette planète. Et aujourd'hui, c'est une question vraiment délaissée. Alors, on va venir à une géométrie plus courte, qui est celle... Oui, un mot juste, parce qu'après, il faut qu'on écoute notre ami de périphérie. Bon, alors je vais le limiter Édouard à un seul Zambo. aspect. Vous avez évoqué, naturellement, la question climatique qui est centrale. Le Niño, phénomène que vous connaissez, est réapparu et il va être cette année d'une violence extraordinaire. Le Niño provoque des sécheresses d'un côté et des inondations de l'autre. Donc moi je vous pronostique pour le mois de décembre et de janvier prochain une nouvelle crise dans tous les pays où les structures sociales sont déjà déstabilisées en raison du fait que les prix alimentaires vont exploser à cause du Niño. Donc vous voyez le lien direct qu'il y a entre le climat et l'économie. Donc vous misez juste en disant c'est un sujet qui est occulté. Escalona a répondu, mais je vais vous dire une chose, pourquoi on n'en parle pas? Pas parce que c'est angoissant, parce que ça met en cause des intérêts. Le productivisme, c'est des intérêts, c'est du pognon. Et devant le pognon, tout le monde doit s'écraser. Alors, la question de la ville, qui est la plus belle question politique, hein, comment partageons-nous l'espace de la cité? Cette question, c'est celle que pose tous les dimanches Édouard Zambo, et depuis longtemps, dans Périphérie. C'est à vous, Édouard. On va passer de la géopolitique au microscopique, hein, puisque je m'intéresse cette semaine, à une ville, et je vous propose même de faire la connaissance d'une figure qui va devenir familière dans les semaines qui viennent, c'est celle du jeune de Clichy-sous-Bois. Le jeune de Clichy-sous-Bois, dans Périphérie, il a une identité. Il est individualisé. Donc cette semaine, il s'appelle Sofiane, il a 24 ans, il habite à Clichy depuis toujours. Et il porte un regard assez amer sur la décennie qui le sépare des révoltes dans les quartiers populaires. Cette décennie, elle lui a permis en gros de voir un ascenseur réapparaître dans son immeuble. C'est pas mal, un ascenseur en termes de vie quotidienne, mais c'est peu à l'échelle des politiques publiques dont il se sent assez éloigné. Alors on aura l'occasion ensuite de parler en quelques minutes, parce que le temps est compté aujourd'hui, de l'horizontalité dont vous avez beaucoup parlé dans la première partie d'Agora. Périphérie, Édouard Zambo. C'est les gens qui nous voient comme un symbole. Nous, on nous voit comme on se voit d'habitude. Non, on n'est pas un symbole. On est un symbole juste pour les autres, pas pour nous-mêmes. Sofiane, 24 ans, habitant Clichy-sous-Bois. Depuis maintenant 24 ans. Vous savez que les émeutes ont été déclenchées, les gens ne pensaient pas à la décennie qui allait suivre. Ils pensaient à l'instant, tout de suite. C'était pas de la haine que les jeunes ils avaient, c'était surtout de la colère, c'était une amertume. C'était une amertume de se rendre compte, de se rendre à l'évidence qu'en fait, on était laissé de côté. On était un microsystème dans un grand système. Maintenant, ça serait bien, maintenant, une décennie après, on dit bien une décennie après, il y a une prise de conscience, ça serait bien que la décennie qui va suivre encore, on nous englobe dans ce système qui est la France, qui est l'État. Vous avez l'impression que dans cette décennie, vos conditions de vie, à vous, elles ont progressé, que la ville, elle a avancé?
Non, je pense qu'elle a stagné, Clichy-sous-Bois a stagné. Mais c'est déjà une avancée. Pourquoi? Parce que Clichy-sous-Bois a reculé. Que Clichy-sous-Bois ne recule plus, c'est déjà une avancée pour moi. Qu'elle stagne pour mieux repartir. Mais vous savez, avec Clichy-sous-Bois, on vit dans un microsystème. Il y a tout. Il y a l'éducation, il y a la rénovation, il y a le vivre ensemble, il y a tout. Il y a tout qui va être mis en cause à Clichy-sous-Bois. Ça fait des années et des années que Clichy-sous-Bois, les gens ils vivent dans la même précarité, dans les mêmes logements vétustes. Et il a fallu des incendies, il a fallu des victimes pour que l'État se rende compte qu'il faut agir à tout prix. C'est déjà bien qu'il y ait cette prise de conscience. Maintenant, nous, on attend les faits. Qu'est-ce que vous savez du projet de rénovation de votre quartier? On sait que ce qu'on veut bien nous dire. La grosse partie, on n'en sait rien du tout. Après, peut-être qu'on ne s'informe pas assez, qu'ils ont l'intention de rénover, d'aider Clichy-sous-Bois, c'est une bonne chose. Mais ensuite, concrètement, on n'y voit pas les faits, quoi. Vous avez envie d'aller leur parler aux responsables politiques nationaux? On peut pas. On peut pas leur parler. Comment vous voulez qu'on aille leur parler? On peut pas leur parler. Tant qu'ils rénovent le bas Clichy, ça nous va. Même s'ils ont commencé par le haut. Qu'est-ce qui a été déjà rénové dans votre immeuble? Une partie des ascenseurs a été rénovée. Votre ascenseur, il est resté en panne pendant combien de temps? Il est resté en panne pendant 7-8 ans. Il y a un moment où j'ai arrêté de compter parce que ça devenait lassant. Sur les ascenseurs, au bout de 2-3 ans, vous savez, on s'y fait. Hein. On a tous des bonnes jambes, des mollets à la Verratti. On peut tous faire de la course à pied. Vous savez, est-ce que vous avez une idée de combien l'État français, en général, hein, combien le pays va dépenser d'argent, a dépensé d'argent et va dépenser d'argent à Clichy-sous-Bois pour la rénovation urbaine? Même si Clichy c'est petit, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup et il reste beaucoup de travaux à faire. Je sais que pour le Haut Clichy, ils ont dépensé peut-être des centaines de millions, voire des milliards même. C'est clair et net et il reste encore beaucoup à dépenser. Parce que dès que je vois l'insalubrité, dès que je tourne ma tête et je vois les tours comment elles sont délabrées, je sais très bien qu'il y a beaucoup à dépenser. Déjà pour les immeubles à rénover, pour les immeubles à détruire, pour les personnes à reloger et en plus pour la construction et l'aménagement du tram. Je sais qu'il reste beaucoup à investir. L'État, il va avoir dépensé là, pratiquement en une décennie l'équivalent d'1 milliard d'euros à Clichy-sous-Bois. Ça veut dire que chaque habitant de Clichy, il a coûté, entre guillemets, 30 000 euros. Ça vous paraît beaucoup? En 10 ans, ça coûte à peu près 3 000 euros par an. On a coûté à l'État, nous, 3 000 euros par an. Dès qu'on voit que même juste les prisonniers coûtent à eux tout seuls par année des bons milliers d'euros, non, je pense pas qu'on a coûté beaucoup. On n'a pas coûté beaucoup. On n'a pas coûté assez en tout cas. Périphérie sur France Inter. Qu'est-ce qui devrait arriver dans la décennie qui vient pour vous? Vous savez, c'est dur de se projeter dans le futur, mais on voudrait du passage dans nos villes, parce que vous savez que Clichy-sous-Bois, c'est très replié par rapport aux autres villes. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un environnement qui est mixte? On parle souvent de mixité sociale. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous vivez ou pas? Mixité sociale, ouais. Mixité sociale et mixité culturelle. Parce que même si c'est pas ce qu'on aimerait montrer dans la télévision ou dans les médias, mais il y a beaucoup de jeunes de Clichy qui s'en sortent. Il y a beaucoup de familles qui vivent de manière aisée. C'est pour ça qu'on a aussi, n'oublions pas, on a une résidence pavillonnaire. On a la résidence pavillonnaire, un quartier pavillonnaire qui se boit. C'est donc qu'il y a des gens qui sont quand même aisés, parce qu'avoir un pavillon, c'est pas facile de nos jours. Et c'est des clichés de se dire que habiter à Clichy, c'est un frein pour au niveau professionnel. C'est un cliché. Il y en a beaucoup, ils sont bien insérés. J'en connais des anciens camarades de classe à moi, des amis à moi qui ont des entreprises, qui sont très bien insérés au niveau professionnel, qui ont un très bon job. Il y en a qui se sont mariés, qui ont des enfants, ils ont un très beau logement. C'est un cliché de se dire que les jeunes de Clichy-sous-Bois, professionnellement, ils sont limités. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a de si attachant pour vous à Clichy? Les gens, l'ambiance, le climat. Ici, c'est comme on se sent chez nous même dehors.
J'ai toujours habité dans le même bâtiment, dans la même chambre, dans le même immeuble. J'ai jamais vu rien d'autre, enfin j'ai jamais vécu ailleurs. Et franchement, je m'y sens bien. Mais ça, c'est vrai parce que vous avez 24 ans. Quand vous aurez 10 ans de plus, une famille, des enfants. Ah, c'est clair qu'on n'aura pas les mêmes priorités, c'est clair. Mais je sais que on finira quasiment tous dans les parages. Je sais qu'on finira tous dans les parages. Pas par défaut, hein, mais par envie. Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez tout à l'heure avec votre sens de la mesure habituelle, le problème, c'est les classes moyennes. Vous le disiez en interpellant le public. Quelle est la stratégie du Front de gauche vis-à-vis des classes populaires? Parce qu'on ne vous y voit pas beaucoup sur ce terrain-là. Parce que ça commence toujours pareil. Moi, j'allais vous féliciter pour votre reportage. Vous serez obligé. C'est gentil. Parce qu'il est beau. Oui, j'ai été élu de banlieue, je vous le signale. Je sais bien. Comme ça, ouais. Non, mais il est plus facile de croiser un militant du Front de gauche à un brunch au bord du canal Saint-Martin qu'à Pierrefitte. Ah bon? Oui. C'est une calomnie gratuite. Bon, écoutez, j'ai pas envie de passer sur ce terrain. D'accord, donc on va parler des choses importantes. Mais quelle est la stratégie que vous déployez vis-à-vis des classes populaires? Non, ça va, j'ai compris la question, c'est pas la peine. Vous voulez me dire encore quelque chose de désagréable? Bon. Donc vous savez que nous mangeons du caviar sur le bord du canal Saint-Martin avec vous, d'habitude, puisque c'est là où vous observez la présence, vous y êtes, vous, au canal Saint-Martin. Bon, écoutez, non, c'est pas sérieux de parler comme ça de politique et d'insulter les gens gratuitement. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ce que j'ai entendu, d'abord, c'est le rappel de la réussite qui existe aussi dans tous nos quartiers. C'est-à-dire que les êtres humains ont une aspiration qu'on ne peut pas réprimer, à s'améliorer. Toutes les familles y parviennent. Donc évidemment, il y a des échecs. La deuxième chose, c'est que cet homme se plaît là où il est et il pense qu'il peut modifier son futur là où il est. Et la troisième, c'est que je suis d'accord avec lui pour dire que ça n'a pas coûté cher. Et donc, il faut arrêter de réfléchir comme ça. S'il y a eu 1 milliard de mis là-dedans, c'est 1 milliard qui sont partis dans des salaires, c'est 1 milliard qui sont partis dans de la consommation, et donc ça fait tourner le système. Voilà ce qu'il y a à retenir de ce qu'on a entendu là, à des millions de kilomètres des clichés morbides. Alors après, quelle est la stratégie à l'égard des milieux populaires? Tout à l'heure, j'ai parlé des classes moyennes, donc ça vous concernait vous directement, et vous auriez dû écouter ce que j'ai dit, parce que vous en auriez tiré profit et peut-être été moins agressif à mon égard. Il est temps que les classes moyennes cessent d'avoir cette arrogance qui leur permet de regarder tous les autres de haut et de faire des leçons à tout le monde. Mais on va la laisser de côté, vous me parlez des milieux populaires, alors je vais vous répondre. Pour moi, le cœur de tout, c'est l'emploi. Et un emploi écologiquement utile. Voilà. Le cœur de tout, c'est l'emploi. Il faut que les gens puissent travailler. Et ensuite, ils sont libres d'eux-mêmes, parce que leur contribution à la vie collective les rend autonomes et libres. Et pour ça, il faut relancer la machine. Et il faut le faire d'une manière écologiquement soutenable. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un sujet dont on ne parle jamais. Je suis pour que la France, qui a 2 atouts, se porte sur ses frontières. L'espace, la mer. Les 2 endroits où les Français ont un savoir-faire gigantesque et des possibilités immenses de déploiement. Et voilà, il n'y a pas de stratégie pour les pauvres et une stratégie pour les classes moyennes. Il y a une stratégie pour tout le pays, pour l'intérêt général. C'est de relancer la mécanique en se donnant des horizons quasi impossibles à atteindre. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde, nous sommes la première puissance spatiale, en tout cas à égalité avec les Nord-Américains. Donc on a un potentiel gigantesque. Je finis pour faire le lien avec le début de l'émission. Partout où je vais, comme je parle avec mes camarades, d'Équateur, de Venezuela, d'où vous voulez, le problème c'est toujours le même. On a un grand plan, on n'a personne pour l'appliquer. Pas de gens qualifiés, pas de gens formés, pas d'ingénieurs, il manque des architectes, il manque de tout. Tandis que nous, on a une immense réservoir dans ce pays de savoir-faire. Vous pouvez demander aux Français ce que vous voulez, ils savent le faire. Donc, pour les cités, on y revient. J'ai habité quand même longtemps. Moi, j'habite Paris maintenant, donc je ne fais pas le malin, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Ça change tellement vite. Mais vous voyez cet homme, il est là-bas depuis 24 ans. C'est un homme jeune. Vous avez entendu son idée, c'est pas je me sauve et je laisse les autres se débrouiller. C'est j'y suis bien, ça me plaît, j'aimerais même y avoir des gosses à cet endroit-là. Bon, le bonheur est à portée de main. On se souvient des mots de Manuel Valls au début de l'année sur l'apartheid social, ethnique. Pour vous, il y a un apartheid en France? Je ne sais pas si le mot est clair à la situation, mais clairement, il y a des ghettos. Bon, ça c'est évident. Des gens qui sont parqués, et méthodiquement. Parce que quand vous êtes élu local, vous savez ça. Vous avez des énormes offices HLM interdépartementaux en région parisienne. Il y a l'Aupivois et quelques autres. Bon, alors ils affectent les gens tous au même endroit. Alors, on va dire que c'est un hasard, hein, mais c'est curieux, et les pauvres atterrissent tous au même endroit. Non, c'est pas un hasard, c'est que c'est voulu, c'est fait délibérément. Et je crois que
oui, il y a des ghettos, et le nier, c'est ne pas regarder la vérité en face. Mais moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que dans n'importe quel ghetto, il y a toujours la volonté de s'en sortir par le haut, de trouver des solutions. Alors bien sûr, vous avez une économie parallèle, les amis, on ne va pas se raconter d'histoire. Oui, et ceux qui font les gros yeux, ils ont raison, parce que l'économie parallèle, on ne va pas encourager ça. Mais des fois, c'est le seul moyen de faire rentrer quelque chose dans la famille pour arriver à survivre. Donc, ayons une politique de relance de l'activité, et vous verrez que tout ça s'éteindra. Mais c'est vrai qu'il y a des ghettos. C'est vrai qu'il y a des ghettos. Et c'est des ghettos, pas seulement des ghettos physiques, au sens où vous êtes dans un coin, mais du coup, ils deviennent des ghettos culturels. Hein. Les gens qui s'appauvrissent, vous savez, il y a 14 millions de pauvres dans ce pays. Il y a eu un très beau reportage dans la Provence sur une dame qui disait, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est pas tant que je dois me serrer la ceinture, c'est que je m'appauvris dans ma tête. Je ne peux plus sortir, je ne peux plus recevoir des gens, je ne peux plus aller au cinéma, et donc je m'appauvris culturellement. La misère du ghetto, c'est pas seulement la misère sociale, c'est la misère affective, c'est la misère culturelle, et c'est ces choses qui blessent inutilement l'être humain. Et sur ces pouvoirs parallèles que vous évoquez à l'instant, ces économies parallèles, il faut tout de même toujours rappeler que le pouvoir politique et administratif, souvent, s'en accommode fort bien. C'est un moyen d'avoir la paix aussi, de l'entretenir. Monsieur Escalona, sur ce qu'on vient de dire, un commentaire peut-être ? Je voulais réagir rapidement au reportage, parce que moi j'ai retenu 2 mots parmi les nombreuses choses qu'a dit Sofiane, c'est ça. Il a employé le mot précarité, et puis il a une autre formule, il dit on sait de la rénovation ce qu'on veut bien nous en dire. Et pour moi, ça pointe 2 failles de la politique de la ville ou de la rénovation urbaine qui ont été bien pointées dans les travaux de sciences sociales. Et ça montre bien à quel point les politiques publiques tiennent assez peu compte de ces travaux et à quel point il y a une grande continuité des politiques publiques à travers notamment la dernière alternance. Et ces travaux, ils montrent 2 choses. C'est que d'une part, vous pouvez agir sur le bâti et ça répond à des besoins, mais ce qui compte quand même, au bout du compte, c'est la situation socio-économique concrète des gens en termes d'emploi et de précarité, comme il l'a dit. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en général, ces programmes tiennent assez peu compte des habitants eux-mêmes, en tout cas les impliquent assez peu. Et il me semble que ça, ce serait aussi une autre piste à choisir. On parlait d'horizontalité tout à l'heure. Toute la question de la réorganisation de la participation des habitants qui est posée. Oui, mais il ne faut pas non plus rêver. Moi, j'en ai fait des consultations quand on a réhabilité des tours, hein, et la couleur de ceci, et le machin de cela, et tout. Mais à la fin, quand dans les boîtes aux lettres, il n'y a que du papier vert des huissiers, vous pouvez faire la réhabilitation que vous voulez, tout le monde tire la langue. Voilà. Donc, le point de départ, c'est la manière avec laquelle les gens peuvent participer à la vie de la société, parce que pour l'instant, c'est le travail qui est la manière de participer. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas consulter les gens, bien sûr qu'il faut les consulter, mais il ne faut pas non plus que les petits bourgeois se figurent que les choses se passent dans les quartiers des ghettos comme ça se passe dans leur copropriété, où chacun peut en effet donner son avis. Mais là, donner son avis, pourquoi faire si la vie ne change pas ? Vous croyez que parce que vous avez changé la couleur de la peinture de l'escalier, ça change quelque chose ? Mais bien sûr que non. j'ai pas l'impression que c'était ce que voulait dire Monsieur Escalona. Non, bien sûr que non, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, Escalona. Et les études de sciences sociales dont il parle traitent précisément de ça. Et disent, vous pouvez toujours changer le bâti tant que vous voulez, et vous pouvez demander leur avis aux gens, mais si vous ne changez pas leurs conditions de vie par le côté qui les prend à cœur, vous ne changez rien du tout. Alors, il est 13h47, mesdames, messieurs, qui nous faites vraiment le grand plaisir d'être dans l'Agora avec nous. Vous avez sûrement des choses à dire. Et donc maintenant, ça va être le temps de vos questions. Agora, Stéphane Paoli. Alors, vous nous faites un signe, hein, on vous apporte un micro. Mademoiselle, vous avez la parole, je vous en prie, bienvenue à vous. Bonjour. J'ai une petite question justement de politique de la ville suite à Périphérie. Quand on parle de politique de la ville, aujourd'hui c'est de la politique de la banlieue ou de la politique du logement social. On ne réfléchit, c'est mon point de vue, on n'arrive pas à penser l'espace du vivre ensemble au-delà de cette séparation-là et au final, ce que vous faites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une opposition entre les classes moyennes et les classes populaires. Comment on fait pour réfléchir à comment on vit ensemble en pratique et comment on arrête d'opposer ces modes de vie-là et de réfléchir à la politique de la ville par le prisme de subventions pour des quartiers qui ont des problèmes. Bon, moi, j'ai dû très mal m'exprimer. Peut-être parce que c'est la question précédente qui m'a agacé, le ton sur lequel elle m'a été posée. Mais justement, j'ai essayé de répondre à l'idée qu'il s'agissait de définir ce qu'était un intérêt général et des lignes d'horizon. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que continuer sans arrêt à parler de la banlieue comme si c'était pas un problème qu'il y ait une banlieue. Parce que banlieue, ça veut dire ceux qui sont mis au banc. Précisément, pourquoi sont-ils mis au banc ? Pourquoi ne peut-on habiter que là et dans ces conditions que vous connaissez ? Donc, tout ça, on le connaît. On a essayé la stratégie du sparadrap et de la cautère sur la jambe de bois.
je ne dis pas qu'il faut l'arrêter. Attention, parce que des fois, c'est la seule planche qu'on a dans un quartier pour essayer d'avoir la tête hors de l'eau et de maintenir du vivre ensemble. Mais moi, je suis pour des horizons communs, c'est-à-dire des grands projets, des enthousiasmes collectifs. Parce que là, ça fait appel au savoir-faire de chacun. Donc la société, on ne la réparera pas quartier par quartier. On va la réparer parce qu'elle va avoir un projet global et quartier par quartier, chacun va y trouver sa place. Je crois à ça, peut-être que je me trompe, mais comme on n'a jamais essayé ça, on pourrait commencer. Monsieur Escalona, sur cette question, un commentaire aussi ou une... Non, mais simplement, il y a eu le mot mixité qui a été employé, puis rappeler aussi, ce qui est peu souvent fait, que le séparatisme social, il ne concerne pas uniquement les milieux populaires, et qui se fait aussi par le haut. Absolument. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve la logique systémique que M. Mélenchon vient de pointer. Mesdames, Messieurs, oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Comme vous êtes tout au fond de l'agora, le temps de vous apporter le micro, et vous avez la parole. Et merci de votre présence. Oui, c'est des nouvelles de la région PACA. C'est une nouvelle qui a 2 jours. Donc on parle de vivre ensemble. Peut-être déjà les élections régionales font partie, peuvent y contribuer. La région PACA n'a pas changé de configuration, mais elle a changé puisqu'il y aura au premier tour une liste écologique front de gauche. Voilà. Dirigée par Sylvie Kama, écologie, avec Philippe Coppola, Parti communiste. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie des constructions à faire au niveau européen de la gauche radicale, mais ça se construit au niveau de la commune, au niveau de la région, à tous les niveaux. Alors c'est moins une question qu'un fait d'actualité ouais, qui vous surprend ou pas, monsieur Mélenchon? Ça me Ça n'a réjouit pas parce été dit que sur France Inter. j'ai vu que ça repartait dans tout... Je regrette que France Inter ne diffuse pas ce genre d'informations. J'ai pourtant l'oreille scotchée sur France Inter. On parle de ce qui va mal, on parle pas des choses qui progressent. Voilà. Bon, bah merci, là, c'est fait. Non, mais bon, après tout, hein, une fois de temps à autre, ça fait pas de mal. Hein. Moi, je suis content parce que je voudrais que ça se débloque. Parce que je dis à mes amis, on ne peut pas faire la critique du PS, la critique de la droite, et puis nous, tout ce qu'on a à faire, c'est la critique les uns des autres. Donc il faut que l'autre gauche, si elle est sérieuse et gouvernementale, qu'elle se propose unie. Dire voilà, on va faire ci, on va faire ça, on vous propose. Après, c'est le souverain qui juge. Hein. C'est les gens qui votent, qui décident, ils veulent pas de nous, ils veulent pas de nous. Enfin, la relation entre le Front de gauche et l'Europe Écologie Les Verts reste une relation pour l'instant compliquée. Vous entendez pas super bien avec Cécile Duflot et Emmanuel Causse, c'est compliqué aussi. Oui, bien sûr. Enfin, et puis aussi, il y a Schmoll, il y a Schmull, et puis il y a, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est que les écologistes ont quitté le gouvernement, et à partir de là, comme c'est un parti, et c'est des gens qui ont envie de changer la vie, pas simplement de faire des discours, il faut qu'ils aient des alliés pour être majoritaires, comme nous. Bon, donc on est condamné à s'entendre. Alors, ça prendra plus ou moins de temps, mais on est condamné à s'entendre, et il faut s'entendre, d'autant que l'écologie politique a apporté quelque chose de très important dans la pensée de gauche traditionnelle, et je fais partie de ceux qui ont été bouleversés par ça. L'écologie politique a ancré l'intuition initiale du socialisme et du communisme et de la République. Oui, les êtres humains sont semblables puisqu'ils dépendent tous du même écosystème et que par conséquent, il y a un intérêt général humain. Donc on a besoin de ça pour rénover la gauche. En même temps, l'écologie politique doit tenir compte du fait que tous les faits, y compris environnementaux, sont des faits sociaux. Bref, peut-être que je suis un peu en train de parler abstraitement, mais les choses se font, elles avancent. Et moi, j'en suis content. J'espère qu'on va aussi arriver au même résultat. Mais vous pensez que l'alliance entre Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche, en tout cas le parti de gauche, est une alliance durable ? Est-ce qu'il ira au-delà des régionales ? Comme toute chose dans la vie, hein, ça dure le temps qu'on veut bien que ça dure. C'est vrai en amour, c'est vrai en politique. Non, mais en 2017, vous avez déjà, vous êtes déjà positionné pour 2017, ça risque de gêner. Non, là, moi j'ai dit que je me préparais parce que je suis raisonnable et que je sais qu'à la fin, quand au dernier moment on dit il faut que quelqu'un le fasse, bon, il vaut mieux qu'il soit préparé. Merci, j'ai mangé une fois, je sais de quoi il s'agit, je sais le faire. Bon, en 2017, il y aura peut-être un candidat de l'autre gauche et puis un candidat écologique. Où est le problème ? Bon, s'il y en a qu'un, tant mieux. S'il y en a deux, il y en aura deux. Et les citoyens sont capables de savoir à chaque élection ce qu'il faut faire. Moi, je ne m'inquiète pas de ça. Ce qui m'inquiéterait, c'est si on ne se parlait pas et si on n'avançait pas. Et je suis persuadé que tout le monde est en train intellectuellement de bouger, à part les malheureux au PS, mais aussi s'y mettront après la catastrophe qui les attend, ils vont se mettre à réfléchir. Mais pour l'instant, ils sont paralysés. Mais nous, on bouge. Regardez, qui aurait dit il y a quelques années que autant de dirigeants communistes se prononceraient pour la sortie du nucléaire ? Pas tous,
mais une bonne partie. Donc les idées avancent. Et ils font pas ça bêtement en disant « Ah, le nucléaire, j'ai peur, j'ai peur ». Non, ils raisonnent politiquement. Ils se disent, bon, il y en a pour 20 ans à passer du système nucléaire aux énergies alternatives, autant s'y mettre tout de suite. On a la science, on a la technique. Moi, je trouve ça, c'est beau. Ça fait bouger. Mais si, évidemment, après ça, on vient nous dire, alors, vous allez voter Hollande de force, parce que sinon, c'est Madame Le Pen, on a l'impression qu'on est allé au bal avec nos belles chaussures et notre beau costume, et qu'on nous dit, maintenant, allez, gigue dans la bouillasse. Une question très courte, quand même, parce qu'on parle des régionales. Vous serez derrière les communistes en Ile-de-France? Vous serez derrière Pierre Laurent ou pas? Je m'occupe pas de ça. Alors, je l'ai trop fait dans ma vie. Ça se négocie entre les organisations. Personne ne sera derrière personne. Déjà, je voudrais corriger votre persiflage. Il y aura des binômes. Il y aura un homme, une femme. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Ou bien il y aura 3 personnes. Et ce seront des listes collectives. Voilà, en toute hypothèse. Alors, comme dans toutes les négociations, vous savez, c'est terrible. On discute, on dit, ils se déchirent, ils vont s'entretuer. Alors, on dit rien, on dit, ils sont tous aux ordres. Bon, non, la vie, c'est plus compliqué que ça. Et puis, nous, on est les gens de gauche. Alors, c'est que des têtus, des têtes dures, qui sont prêts à se faire tuer pour une virgule. Bon, il faut vivre avec tout ça. Ça va se faire, vous verrez. Moi, j'ai bon espoir. Tout le monde va être raisonnable. En tout cas, moi, je les appelle à être raisonnables. Puis, s'ils veulent pas, qu'est-ce que je fasse, moi ? Qu'est-ce que j'y peux? Je fais ce que je peux. Je leur dis, soyez raisonnables. Entendez-vous, ça n'a pas de sens. Les gens ne comprennent même pas de quoi vous êtes en train de parler. Je vous donne un exemple. On me dit, les communistes, ils sont pour les Jeux Olympiques à Paris. Et pas vous, monsieur Mélenchon. Non, je ne suis pas pour les Jeux Olympiques à Paris. Il n'y a pas que moi. Il y a Madame Simonet, il y a tous nos amis et les Verts aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va rester là, on va se parler. Les Jeux Olympiques, oui. Les Jeux Olympiques, non. Puis à la fin, on n'aura peut-être même pas les Jeux Olympiques. Donc, c'est même pas le sujet. Puisqu'il y a un problème avec les Jeux Olympiques, faisons comme aux États-Unis. Vous savez qu'ils l'ont fait, je crois que c'est à Boston. Ils ont fait voter les gens. Et on dit, voilà, on met dans notre programme que sur les Jeux Olympiques, tout le monde pourra donner son avis. Voilà. Et puis, ce que le peuple aura décidé, nous, les militants politiques, nous nous inclinerons devant sa décision, pour ou contre. Et ça ne nous obligera pas à changer d'avis. Vous comprenez, les gens? La démocratie, c'est pas changer d'avis. Vous donnez votre avis, vous vous inclinez devant l'avis majoritaire, la décision est prise, mais vous gardez le vôtre. Donc moi qui vote oui ou qui vote non, je serai quand même contre les jeux. Mais j'admets que s'ils décident qu'ils veulent les jeux, alors il y aura les jeux. Mais à l'inverse, s'ils décident qu'il n'y a pas de jeu, il n'y en aura pas. Bon sang de bois, on peut quand même arriver à s'entendre sur ce que je dis. Qu'est-ce que ça a d'extravagant, ce que je suis en train de dire? Rien, c'est le bon sens. La démocratie, faites confiance au vote. Chaque fois que vous avez une difficulté, on vote. C'est ça la solution. C'est pas de se jeter les catéchismes à la figure. On en revient à la Bible du début de l'émission. Un mot attrapé au vol, Aurore? Une toute petite précision, on est passé aux Jeux Olympiques, mais je reviens sur la banlieue. La banlieue, ce n'est pas la ville mise au banc, ou ce n'est pas un espace au banc. Ça signifie, c'est tout l'espace qui est autour de la ville, à une distance d'une lieue. Donc, sur lequel cet espace, la ville a une autorité. Donc ça n'a pas, je comprends qu'on entende cette expression de mettre au banc qui est violente, mais ça n'a pas de lien à l'origine. Une question encore, le temps passe tellement vite. Monsieur, je vous en prie, bienvenue à vous. Donc, moi je viens de la banlieue, justement. Je suis fils d'ouvrier et je suis dans la classe moyenne. La banlieue, c'est toujours une ville, d'abord. Voilà, hein. donc je ne suis pas dans le clivage, je ne veux pas être dans le clivage. Je pense qu'il ne faut pas que cette société vive de préjugés entre les classes. Hein. Ça, c'est très important dans le discours de tous, j'entends. Moi, je vais revenir à la première partie de l'émission qui était très intéressante, où vous faites le constat, effectivement, du déficit de la construction politique de l'Europe. Vous l'avez tous reconnu, vous avez tous dit que c'était un prérequis pour être, on va dire... excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots en français, parce que quelquefois je parle en anglais, mais pour être successful, pardon. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, voilà, désolé. Donc la question pour vous, Monsieur Mélenchon, c'est quelle est la priorité dans l'espace-temps? Est-ce que c'est de prendre le pouvoir en France dans un contexte de construction européenne non inachevée, dans lesquels il y a des risques à être toujours dans ce contexte qui ne va pas être favorable, et à ouvrir et peut-être avoir une porte qui se referme, parce que l'opinion est aussi versatile, l'opinion vit de court terme, ou est-ce que c'est d'avoir une stratégie plus de long terme, de contribuer à la construction de cette politique effectivement européenne et économique, pour qu'après vous ayez cette union de gauche qui vous permette d'arriver dans un meilleur contexte pour réussir. Et pardon, Monsieur Mélenchon, avant que vous ne répondiez, de vous dire que malheureusement, il ne reste plus qu'1 minute et demie pour répondre à une question aussi intéressante. Mais oui, elle est très importante. Et elle s'adresse à la bonne personne, parce que j'ai traversé
le premier temps des années 70, comme beaucoup de gens, j'étais hostile à la construction européenne, me souvenant que c'était une invention anticommuniste. Je résume là, hein, la CED, la Communauté européenne de défense, Mendes France a voté contre le traité de Rome et tout ça, il faudrait s'en rappeler. Deuxième temps, je me suis dit, bah non, c'est bien le chemin par lequel il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire je suis dans votre idée, faisons une Europe fédérale avec un pouvoir des citoyens. Puis maintenant, je vois bien quand je parle d'Europe fédérale, je l'ai sous le nez, c'est une horreur, mais c'est pas l'Europe des citoyens. Donc c'est le but qu'on doit viser, rassembler les peuples à partir de leur citoyenneté. Mais ça, c'est une vision de long terme dans l'histoire, et il y a des étapes. Et vous pouvez complètement brouiller la perception des gens si vous ne proposez pas des choses tenables dans l'étape. Donc ma première étape, c'est avoir un plan A et un plan B. Et je vais vous dire, résumé, il faut que le gouvernement allemand cède. S'il ne cède pas, il faut le contraindre. Ceux qu'on ne peut pas convaincre, il faut les contraindre. Les contraindre pacifiquement, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas la petite nation. La France est une grande puissance européenne. Sans la France, il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'euro. Alors, vous n'avez même pas fait une 30. Alors là, vraiment, je dirais que c'est un élément d'information rare. Non, je connais tous les formats de parler. J'ai été sénateur, on parlait en 5 minutes. On a eu l'occasion de bien le mesurer. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous, Fabien Escalona de nous avoir apporté vos lumières passionnantes sur une question aussi complexe.